Bonsoir les amis, Bonsoir. Bonsoir André. bonsoir Mohsen, Bonsoir tout le bonsoir monde. Zoher, bonsoir Ça Youssef, va? bonsoir Mourad. Bienvenue à tous, bienvenue les amis. On va s'amuser pendant un peu plus de 2 heures. On va parler de la révolution de ChatGPT 4. Bonsoir Mourad. Mourad Maziani qui est Bonsoir avec nous. Landry. Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Yousser Ladressi, Bonsoir. Mohsen Ladressi. Bon, on va s'amuser parce que c'est vrai que c'est une révolution qui est en cours depuis maintenant de nombreuses années, mais qui prend forme depuis plusieurs mois, particulièrement depuis le début de cette année, et qui va impacter considérablement le monde entier, notamment le monde marketing, mais pas seulement les entreprises, les industries. On va essayer de voir plus clair tout au long de cette soirée avec vous. On va parler également usage et cas pratiques. On va parler outils, comment augmenter notre productivité, comment améliorer notre quotidien grâce à cette révolution qui est ChatGPT. D'abord, peut-être un mot sur le principe de ce webinaire pour ceux qui nous rejoignent. Et je pense qu'on va être plusieurs centaines d'ici une petite heure, puisque là, ça commence tout doucement, progressivement sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vais donner la parole peut-être à Youssef Ralem et à chacun d'entre vous pour vous présenter. Youssef Ralem, alors toi, tu es branding expert, serial entrepreneur et tu es un AI crafter. Alors, peut-être nous expliquer ce que c'est. Mourad Maziani aussi, tu te définis comme un AI crafter. Alors, bon, tout d'abord, je suis content d'être parmi vous ce soir. Je suis un entrepreneur dans le domaine de l'éducation. J'ai commencé il y a environ une douzaine d'années dans le domaine de l'innovation et de la start-up. Par la suite, je me suis très, très bien mis à l'épreuve dans le domaine de l'artisanat marocain. Donc, il y a eu beaucoup de marketing, beaucoup de branding dans mes expériences. Mais tout ce qui a caractérisé mon parcours durant ces nombreuses années, c'est les apprentissages, les test and learn. Et il y a aussi beaucoup de modélisation, beaucoup de data, ce qui fait de moi quelqu'un qui essaye de comprendre un petit peu les systèmes, comment ils fonctionnent. Et avec l'avènement de l'AI, c'était, comment dirais-je, c'était vraiment le aha moment pour moi. Parce que soudainement, j'ai découvert que j'étais plus vraiment seul. Il y avait une armée de robots avec qui je pouvais faire énormément de choses. Et le concept de AI crafter, c'est un concept qui signifie tout simplement un artisan de l'AI. En étant marocain, on est toujours attaché à l'artisanat, mais en même temps, quand on est devant son ordinateur et qu'on est en train de coder quelques lignes, ben finalement, c'est un travail qui se fait avec des doigts. Et le terme digital, ça vient des doigts, c'est comme l'artisanat. Donc voilà. Mourad Maziani, toi, tu es digital expert, tu es aussi AI crafter, tu es tech entrepreneur. Est-ce que je peux dire moi aussi que je suis un AI crafter, Mourad? Salut. En fait, salut Landry, salut à tous. En fait, c'est comment est venue cette idée de AI Crafter. Donc, j'avais commencé sur l'IA à peu près en août dernier sur le playground d'OpenAI, puis en novembre depuis l'arrivée de ChatGPT. Par la suite, j'ai commencé à faire mes propres workflows avec ChatGPT, travailler avec. En tant que chef de produit, directeur de produit anciennement, je me suis retrouvé à faire à peu près concevoir tout le produit tout seul. Donc, je n'avais plus besoin d'un développeur pour faire mes scripts. Je n'avais plus besoin d'un copywriter parce que je déteste écrire. Je n'avais plus besoin d'un copywriter pour affiner mes textes. Et je me suis retrouvé à très vite avoir une productivité, une très grande productivité et à crafter un petit peu les produits moi-même. Et en rencontrant Youssef, nous avons défini ce terme. Nous nous sommes dit, les gars, on peut être des crafters, c'est-à-dire fabriquer un produit de bout en bout grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est de là d'où vient ce terme. Bon, eh bien, les amis, j'ai de belles annonces à vous faire. Déjà, on est plus de 160 à être connectés sur le live. Donc, on va bien s'amuser. On a deux frères jumeaux avec nous, les frères Lardissi, Moussine et Zouher. Comment ça va, les amis? Je vous laisse vous présenter. Bon, même s'il n'y a plus besoin vraiment de nous présenter dans l'écosystème. Peut-être commencer par Moussine. Salut, Moussine. Salut Landry, salut tout le monde. Alors, Wesh Mbrouka, j'espère que ces jours de Ramadan vont nous donner tous de la sérénité, mais également de la passion pour aller de l'avant et pour avancer chacun dans ses projets professionnels et personnels. Alors, moi, c'est Mohsin Khedissi, donc je suis professeur universitaire à la FST Stats, mais je suis également entrepreneur. Donc, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2008. Depuis, j'ai créé plusieurs entreprises et j'ai investi dans plein de startups. Ouais. Et par ailleurs, donc, je fais un peu de consulting, alors notamment dans la transformation digitale et dans le domaine de l'intelligence artificielle. J'interviens
sur des projets aujourd'hui au Maroc et un peu à l'international. Voilà. Monsieur Zouer, comment ça va? Bonsoir. Très, très bien. Bonsoir, Landry. Ça va? Très bien. Ça va, Très, alhamdoulilah. très bien. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ravi de voir mes amis Youssef et Mourad et Mohsin. Alors, moi, je suis entrepreneur aussi dans le domaine digital depuis à peu près une vingtaine d'années. Le sujet de l'IA m'intéresse depuis les études. À l'époque, on a fait les premiers programmes d'IA à l'école, mais en fait, plus particulièrement il y a 10 ans, on avait une problématique en tant qu'entreprise, puisqu'on travaille avec des organismes publics, et il fallait qu'on résolve une problématique de comment permettre à des gens qui ne sont pas forcément alphabétisés d'accéder à des services publics. Et donc, de là est né un des premiers programmes sur lesquels on avait travaillé, qui concerne en fait la reconnaissance et la synthèse vocale en dialectal, donc en Derija. Et après, donc, il y a eu d'autres aventures dans le domaine de l'IA. Donc, aujourd'hui, je gère une entreprise dans le domaine digital au Maroc, qui est aujourd'hui entre le Maroc, Dubaï et Bruxelles. Par ailleurs, je suis dans l'écosystème, donc à travers Maroc Numeric Store, où je suis vice-président. Je suis également membre du board d'une initiative qui s'appelle World Summit Award, qui est une initiative qui est issue des Nations Unies et qui encourage en fait l'innovation dans le domaine digital. Et je suis comme Mohsin, consultant digital, donc je le remplace quand il n'a pas le temps, je le remplace sur l'émission et vice-versa. Voilà pour les présentations. Et je vous disais qu'on allait atteindre très rapidement les centaines de personnes. Et bien, on est quasiment 250 personnes déjà en moins de 5 minutes, 10 minutes de webinaire. On va tous ensemble rentrer en profondeur dans le sujet ChatGPT 4, ce que signifie cette révolution. On va également vous donner durant ce webinaire des clés, des outils pour améliorer votre productivité, votre performance, productivité personnelle, performance business, entreprise. D'abord, je voudrais qu'on passe le début de ce webinaire à poser peut-être les pierres de l'édifice ChatGPT 4. Peut-être avec toi, Mourad. Alors, je voudrais faire les deux en un avec toi et peut-être avec Youssef, de nous expliquer, pour ceux qui nous rejoignent, c'est quoi le but concrètement de ce webinaire, puisque il y a déjà un livre qui est sorti, un livre qui cartonne, hein, on peut le dire concrètement, parce que là, on est déjà à plus de 150, 200 ventes en l'espace de quelques jours aux États-Unis. Livre pas uniquement écrit par vos mains soigneuses, mais en plus de ça, il y aura une masterclass qui va être annoncée tout à l'heure. Mourad, et puis ensuite Youssef peut-être. Je laisse Youssef parler du livre en premier. OK. Youssef. Alors, le livre, en fait, au début, l'idée, c'était de commencer par des vidéos. Au début, c'était des vidéos pour montrer un petit peu le savoir-faire humain derrière la machine qui puisse permettre de faire des choses rapidement, des choses de très bonne qualité rapidement. Alors, le premier use case, c'était la création de marque. On avait décidé de nommer ce premier cours création de marque en 72 heures. Donc, on avait fait l'expérience avec Mourad de créer une marque pour amateurs de chiens aux États-Unis qu'on avait appelé Barket Ballers. C'est comme des basketballers, mais il y a le mot-clé bark. Sympa. Voilà, donc en fait, ce travail-là, donc ce travail de créativité qui nous a permis d'obtenir ce nom, c'était un travail qui a été fait 50-50. Donc avec ChatGPT, parce que ChatGPT, sa force, c'était vraiment de suggérer plein d'idées intéressantes. Mais nous, avec notre expérience humaine, avec notre créativité, notre compréhension du marché, nous étions en mesure de trouver ce nom. Alors, la formation, elle allait aborder la création de marque, elle allait aborder l'étude de marché, comment faire une étude de marché en 15 minutes seulement, grâce à toutes les bases de données qui sont stockées chez ChatGPT. Nous avons également créé des vidéos marketing, on n'a rien de temps. En fait, l'idée, c'était de tout condenser en une très petite période pour montrer l'étendue de ce qui est possible de faire grâce à l'intelligence artificielle. Et avec Mourad, on a décidé de laisser ce cours-là dans un deuxième temps. Et dans un premier temps, donc, de commencer par des exemples plus simples. Parce que voilà, ce domaine-là, il vient d'apparaître il y a 3 mois, 4 mois, il est un petit peu… On est au début d'une vague démocratique de ChatGPT. Démocratisé, exactement. Du coup, notre bouquin, on l'a appelé Turbo Marketing avec ChatGPT. Tout simplement, c'est un bouquin qui couvre 33 cas d'utilisation différents, donc parmi lesquels l'automatisation de tes social media, créer 200 posts Instagram en 15 minutes seulement, et plein de choses magnifiques. Donc, j'aimerais bien laisser Mourad continuer la présentation de l'ouvrage, parce que lui aussi, il s'est chargé du prompt engineering, donc ce serait sympathique de le laisser en parler. Mon capitaine Mourad. Merci Landry.
Merci Youssef pour cette introduction du bouquin. Alors justement, l'idée est venue. Nous avions passé 3 mois à un peu travailler, arranger nos workflows avec ChatGPT. Et puis, ce que j'avais développé, c'était un peu une librairie de prompts. C'est-à-dire, une fois que je fais un workflow de travail, c'est-à-dire lorsque je donne des instructions et je tombe sur les bonnes instructions, je les collectionne en librairie de prompts pour pouvoir les réutiliser. Après, j'ai commencé à m'intéresser au prompt engineering, donc comment écrire les bonnes instructions, quels sont les modèles, puisqu'il y a des chercheurs qui font ça, même si c'est un domaine nouveau, il y a plusieurs publications qui sont publiées dans ce sens. Et j'ai trouvé justement, c'est-à-dire, il y a des termes qui ont commencé à apparaître et qui sont devenus, qui ont commencé à être normalisés, comme les zero shot, comme les few shot, comme les one shot, comme les templates. Et je me suis dit avec Youssef que ça serait bien de pouvoir simplifier pour les marketeurs que nous sommes et pour la communauté ces patterns et pouvoir donner celles qui vont pouvoir booster la productivité des marketeurs et en sélectionner une dizaine. Et j'ai fait ce travail de simplifier un petit peu ces termes complexes et de donner des cas d'usage du marketeur pour son utilisation du quotidien. Et voilà, donc ça, c'était la première partie du bouquin. La deuxième partie, une fois que nous avons établi ces patterns de prompt engineering, nous nous sommes dit, avec Youssef, quels sont les autres cas d'utilisation qu'on peut faire avec ces mêmes patterns, avec ces mêmes templates. Et nous avons imaginé une trentaine, plus d'une trentaine, que le marketeur va utiliser au quotidien. Et voilà, ça a donné cet ouvrage dont nous sommes fiers. Nous sommes aujourd'hui en train de le vendre aux États-Unis, donc nous avons choisi le marché américain pour commencer. C'est quelque chose qui n'était pas du tout imaginable il y a un an. C'est-à-dire qu'il y a un an, pour finaliser un bouquin, il nous aurait fallu un éditeur, il nous aurait fallu un proofreader. Aujourd'hui, nous avons pu baisser les coûts. Nous avons fait l'editing avec ChatGPT. Donc, nous avions une idée, nous avions de l'énergie et nous avions l'idée de simplifier les choses. Et nous avons utilisé ChatGPT pour l'editing. Nous avons aussi utilisé un humain pour le proofreading, mais nous avons pu avoir ce livre en un mois seulement. Et aujourd'hui, nous avons de très bons retours de chez nos lecteurs et c'est une fierté. Voilà. Révolution, ChatGPT 4, ne ratez pas le train de l'IA. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est quasiment 300 pour l'instant dans ce webinaire. Alors, je le disais tout à l'heure, on va parler également de la masterclass qui vous est réservée pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. On va aborder tout au long de ce webinaire, concrètement, l'impact de ChatGPT 4 dès maintenant et dans les prochains mois dans votre business, comment augmenter votre productivité, votre performance en entreprise. On va vous donner également quelques outils. Peut-être, juste avant de parler très rapidement de la masterclass, je voudrais faire parler chacun d'entre vous sur votre première fois avec ChatGPT. Peut-être commencer par Moussine, tiens. Moussine, ta première fois avec ChatGPT, raconte-nous. Alors, c'est très intéressant. En fait, la question elle est importante parce que je crois que dès la sortie de ChatGPT, il y avait un engouement. Tout le monde s'est rué un peu sur. C'est comme la ruée vers l'or. Donc, moi, personnellement, j'ai utilisé en fait ChatGPT pour plusieurs besoins ponctuels sur des sujets. Donc, à un moment donné, par exemple, j'avais été invité dans une conférence et on m'a demandé c'était début janvier, donc juste après, un mois après la sortie, on m'a demandé de faire une synthèse de ce que j'allais évoquer lors de ma conférence, plus les 10 recommandations sur le sujet. C'était la thématique de la digitalisation agricole. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a sorti des choses que j'ai trouvées intéressantes, sachant que j'évolue dans le domaine depuis plusieurs années. Et donc, j'ai partagé tel quel, sans aucune modification, aussi bien les notes de ce que j'allais évoquer, mais également les recommandations. Et bon, je leur ai dit ça après. Bon, Bien sûr, c'est un check-in quand même. Exactement, j'ai avoué. Mais en fait, je trouve que c'est très intéressant. Après, je l'ai utilisé pour d'autres sujets. J'ai utilisé, par exemple, pour écrire un rapport d'un événement qui s'est déroulé. Je trouve que le rendu, il est très, très, très intéressant. Alors, ça ne veut pas dire que c'est sans faille. Il y a certainement des failles, mais c'est assez intéressant. Moi, je trouve qu'effectivement, voir ChatGPT en tant qu'un ensemble d'assistants à la personne et en entreprise qui vous permettent d'aller plus rapidement sur les tâches, c'est beaucoup plus intéressant. Il ne faut pas le voir nécessairement comme un concurrent, il ne faut pas le voir une chose qui va vous remplacer. Je dis toujours que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer, mais elle est là pour replacer.
Et Pas en mal, fait, pas mal. juste une chose, moi, l'intelligence artificielle, j'y suis atterri il y a presque 20 ans. J'ai travaillé sur de la recherche en intelligence artificielle, sur l'optimisation d'algorithmes de machine learning. Et depuis, je trouvais qu'il y avait un intérêt pour l'intelligence artificielle, mais il n'y avait pas suffisamment ni de performance, ni de données pour pouvoir entraîner les modèles. Là, aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on a la performance sur les machines, on a les Ouais. données, donc on a la capacité de faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle. On le voit avec ChatGPT. Ouais, on a franchi un sacré cap. Zouer, ta première fois avec ChatGPT? Alors, moi, en fait, c'était plus rigolo. Donc, j'ai commencé en fait à explorer ça avec les enfants. Donc, on a commencé à inventer des personnages. Enfin, on s'est inventé des carrières d'écrivains, de poètes et d'artistes. Et donc, Sympa. j'étais très heureux de montrer aux enfants comment en fait, ils permettaient d'écrire un article sur eux, sur leur futur en tant que, je sais pas, poète, écrivain, artiste, etc. Donc, ça a commencé par ça. Il n'y a pas très longtemps, à l'occasion du mois de Ramadan, donc j'ai souhaité bon Ramadan à ChatGPT qui m'a répondu bizarrement avec beaucoup de, je veux dire, avec un contenu qui est presque, je veux dire, presque parfait par rapport à un outil de ce type. Mais entre-temps, bien sûr, je l'ai utilisé de manière professionnelle sur 2 ou 3 choses. On l'a utilisé sur une réponse à un appel d'offres. Donc, on a injecté en fait le cahier de charge, du cahier de charge, et ça nous a permis de sortir en fait un premier draft de réponse, qui a quand même été impressionnant. Je l'ai utilisé aussi comme Mohsin dans le cadre d'un TED Talk. Alors, je n'ai pas utilisé ChatGPT, mais j'ai utilisé des outils qui sont basés sur la même technologie, comme Ouais. Beauty.ai, etc., pour générer des slides de manière automatique autour d'une thématique et bien sûr, bon, après les agrémenter autour d'un certain nombre de sujets. Mais en fait, j'ai découvert aussi par hasard, vu que j'ai des équipes aussi de développeurs, que l'équipe depuis quelques mois déjà a commencé à utiliser l'outil on va dire, pour devenir plus productif, pour générer du code facilement. Donc voilà un peu les premières expériences avec ChatGPT. Mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir en fait toute la famille d'outils de Generative AI. Donc ChatGPT, on va dire, le porte-drapeau, le porte-flambeau, mais il y a aussi pas mal d'outils pour générer des présentations. Bon, peut-être on va y revenir par la suite, Oui, pour on va en générer parler. du contenu, etc. Voilà. Donc je pense que c'est toute la famille qui est intéressante. Maintenant, la chose que je voulais quand même, je tenais quand même à dire, c'est que moi, en fait, avec l'usage, j'ai compris que ChatGPT est plus, on va dire, le gars au niveau de la classe qui a appris par cœur tous les exercices et les solutions. Et donc, par défaut, il est capable de tomber dans l'examen sur un des exercices qu'il a fait, et donc il va répondre à la bonne réponse, plutôt que le gars brillant qui va faire du raisonnement et qui va faire de la logique. Mais Bien sûr. malgré ça, ça permet d'avoir des notes. Monsieur Kezako, Youssef, ta première fois avec ChatGPT. Allez, raconte-moi. Dis-moi tout. La première fois, ce n'était pas avec ChatGPT, c'était avec Midjourney. Ouais. C'est son cousin, si tu veux. J'avais un besoin j'avais un besoin de développer des créatifs, des créas, pour une nouvelle marque qui rendait hommage à l'équipe nationale qu'on avait appelée CIR. Et du coup, quand j'ai commencé la marque CIR, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien associer les t-shirts à des événements clés de l'équipe nationale au cours du mondial. Sauf qu'il y avait Donc, le c'était quoi? problème. C'était courant novembre? C'était décembre, en fait, fin décembre. Décembre, d'accord. Hein. En fait, l'idée, c'était, je ne pouvais pas faire du copywriting, je ne pouvais pas utiliser l'image des joueurs de foot de l'équipe nationale. Donc, j'ai dû avoir recours à l'intelligence artificielle pour créer des personnages fictifs. C'est comme ça que ça avait commencé. Et ces personnages fictifs avaient rendu hommage à plein de joueurs comme Bouffel, comme Yamer, etc., avec d'autres noms et d'autres traits de caractère. Et ChatGPT, il est intervenu quand? C'était lorsqu'on devait donner une identité à chaque personnage. Donc, l'identité, elle devait s'inspirer de l'histoire réelle du joueur de foot, mais en même temps, incorporer des paramètres qui rendraient voilà, l'histoire du personnage très intéressante et passionnante. Donc, c'était ça la première fois avec ChatGPT. Par la suite, dans ma même lancée, j'ai dû parcourir les différents outils IA qui sont toujours disponibles, tout comme uberduc.ai. Donc, ça permettait de faire des voice-over sur la base de voice-over humaines. Imagine, Landry, j'ai même fait des chansons de rap grâce à uberduc.ai. Ouais. Donc, Donc, ça y est, t'es rappeur maintenant. Écoute, ChatGPT, il m'a écrit le morceau de rap. Moi, je lui ai dit, voilà ce que je veux. À un certain moment, pour mon chien, mon propre chien, qui est un Jack Russell, je lui ai dit, voilà, ces traits de caractère, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit ça. Je lui ai dit, écoute, tu me fais ça sous forme de rap.
et il m'a écrit les paroles. J'ai amené ça à uberduc.ai. Je suis parti sur Midjourney pour créer différentes images. Il y a eu un outil de vidéo montage AI, vid.io, pour ajouter les sous-titrages et pour créer différentes animations. Et ça a donné un truc merveilleux. Donc, ma première fois, ce n'était pas avec ChatGPT, avec toute la famille, en fait. En tout cas, c'est sympa parce que c'est vrai qu'on voit chacun d'entre vous a une expérience différente. En tout cas, au début, une relation personnelle pratiquement avec ChatGPT. Monsieur Maziani, votre première fois avec ChatGPT? Alors, c'est pareil pour moi, c'était pas avec ChatGPT, c'était un peu avant, c'était sur le playground d'OpenAI. Donc, c'était dans un projet créatif aussi, avec Reda qui est dans ce live aussi que je salue. Et donc, nous étions en train de travailler sur un jeu NFT. C'était l'été dernier et à un moment, nous avions besoin d'écrire une histoire. Comme je vous ai dit au début, je n'aime pas écrire. Je sais poser les logiques de l'histoire, mais pour trouver les bons mots, pour pouvoir transporter un petit peu ces joueurs, on avait besoin d'un copywriter. Donc, on avait besoin d'un copywriter qui des fois était là, des fois n'était pas là. Et puis, on a trouvé un outil. J'ai commencé à trouver des outils de l'intelligence artificielle qui créaient des histoires juste magnifiques. C'est-à-dire, c'était quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu auparavant. Et par la suite, Reda a commencé à s'intéresser un petit peu à la technologie derrière. Donc, il m'a parlé de GPT. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que GPT existe depuis une année. Donc, c'était exposé seulement Ça a en été lancé API. en mai 2022, c'est ça, concrètement, à peu près. Exactement, exactement. Ça, c'est Donc, GPT-3, en fait. C'est GPT-3. GPT-2, GPT-3, bien sûr. hein. GPT-2 était bien là avant. Donc, GPT-3 était là, exposé à des développeurs. Et donc, j'ai commencé à utiliser GPT-3 pour cette histoire, pour ce jeu qu'on était en train de concevoir. Puis par la suite, j'ai commencé à l'utiliser pour mon travail, pour écrire mes emails. Donc, j'écrivais des emails du jour au lendemain, j'écrivais des emails un peu plus posés. Je prenais mon temps pour écrire mes emails. Donc, c'est devenu un outil de productivité qui me résolvait un problème. C'était comme si j'avais une assistante, en fait. Donc, je disais, voilà le problème, voilà la solution. Et j'écrivais sur le playground d'OpenAI. Et en novembre, donc, il y a eu la grande annonce de ChatGPT. Et là, donc, la différence avec le Playground, c'est qu'il y a la mémoire. C'est un chat, c'est-à-dire c'est conversationnel. Le chat se souvient du début de la conversation. Et donc là, c'est une nouvelle expérience. Donc, c'est là où ça a commencé avec le prompt engineering, comment je peux lui transmettre des méthodes que j'utilise et que ChatGPT ne connaît pas, comment je peux croiser un peu, c'est-à-dire quand je faisais une stratégie, par exemple, j'ai fait quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai croisé deux stratégies. J'ai dit, prends le bouquin Blue Ocean Strategy et prends le bouquin Lean Canva, et voilà mon problème, et on va construire ensemble une start-up. Et là, c'était simplement éblouissant, les résultats que... Ah, on a un petit problème de connexion avec Mourad Majani. Qui prend la relève? Au secours, Zouer. Oui, peut-être juste un petit truc. J'ai commencé une petite aventure avec ma fille. Je l'ai aidé en fait à écrire une vingtaine de pages d'un livre sur une histoire qu'elle a imaginée. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes à voir. C'est très facile aujourd'hui de monter en fait, par exemple, rapidement une œuvre de type, un bouquin par exemple de science-fiction ou un polar avec des outils comme ChatGPT. Ça permet très rapidement d'avoir un premier jet qu'on peut revoir et qu'on peut bien sûr relire. Donc, on est déjà à une vingtaine de pages sur une semaine à peu près. Donc ça, c'est aussi des exemples de choses qu'on peut faire très facilement avec un outil comme ça. Bon, on est presque à 350 personnes qui sont avec nous. Tiens, dites-nous en commentaire si vous nous regardez votre première fois avec ChatGPT. Ce qui m'intéresse peut-être, c'est la date. Et puis, est-ce que ça a été à profit personnel, à profit business ou à profit tout simplement en bêta test d'abord pour s'amuser. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va parler impact métier et industrie de la révolution de ChatGPT 4, puisque ça y est, nous y sommes. On va parler également
tout simplement comment utiliser ChatGPT pour augmenter sa productivité personnelle, la performance de son entreprise. On parlera des avantages, des risques, bien entendu. Et puis, à la fin de ce webinaire, on parlera des nouveaux métiers, des business models qui vont évoluer, qui vont changer, qui vont pouvoir être créés, qui peuvent être créés désormais avec ChatGPT 4, et puis des outils qui peuvent vous accompagner. Et puis, on annoncera, vous annoncerez, Mourad, Youssef, Zouer et Moussine, cette masterclass qui va donc être lancée le 29 avril, si je ne me trompe pas. Mourad, on t'a retrouvé, je 29 crois. avril, 29 avril, exactement. exactement. Alors, Mourad, juste puisqu'on attaque la première partie, enfin la fin de l'introduction, et je voudrais qu'on mette un peu au clair quelques points d'interrogation qui peuvent être encore aujourd'hui de mise. ChatGPT, qu'est-ce qui se passe là? Il y a Bing qui a racheté, enfin Microsoft qui a racheté ChatGPT. À qui appartient ChatGPT? On est sur 2 utilisations de ChatGPT. Qu'est-ce qui se passe? En fait, non, ce qu'il faut savoir, c'est que OpenAI a été créé en 2015 par Sam Altman, plusieurs autres, Ilya, je pense, et aussi Elon Musk. Ça a été et c'est toujours un organisme à but non lucratif. D'accord? Vous allez vous étonner comment un organisme à but non lucratif peut aujourd'hui être valorisé à plusieurs milliards de dollars. Ouais. Mais cet organisme à but non lucratif avait comme objectif d'un peu d'open sourcer l'intelligence artificielle. Par la suite, on sait que cette problématique nécessite énormément de puissance de calcul. Il est Et donc, 22h. et donc, OpenAI a dû partir lever des fonds. Ils ont réussi à lever des fonds, lever plusieurs centaines de millions de dollars chez des investisseurs en leur disant qu'il n'y aura pas de retour sur investissement. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'ils ont réussi à faire pendant quelques années. Mais par la suite, ils ont eu besoin d'un partenaire technologique. Et c'est là où le deal avec Microsoft a été trouvé en 2019. Et ils ont trouvé une sorte de forme hybride où ils sont toujours un organisme à but non lucratif et Microsoft est associé dans l'activité lucrative. Vous nous demanderez comment ça se passe, mais ils ont réussi à trouver ce format hybride. Et Microsoft, le deal, c'est que Microsoft, une fois qu'elle récupère son argent, ils peuvent sortir. Il y a des clauses qui sont pas connues. D'ailleurs, même Elon Musk se pose des questions. Il se dit comment ça se fait que moi, j'ai donné de l'argent à un organisme non lucratif qui aujourd'hui est valorisé à plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc, il y a des questions qui se posent sur cela. Voilà. Mais donc, du coup, aujourd'hui, concrètement, on ne sait pas trop où on est. En tout cas, ChatGPT reste bien greffé à OpenAI, mais Microsoft peut s'en emparer pour quelques fonctionnalités à travers son moteur de recherche Bing, si j'ai bien compris, si je devais résumer. C'est plus que ça. Microsoft aujourd'hui, c'est-à-dire Microsoft cherche à rentabiliser ces technologies puisqu'ils ont investi 1 milliard de dollars en 2019 et 10 milliards de dollars en 2023. Donc, Microsoft, c'est une société commerciale. Ils sont là pour gagner de l'argent, pour gagner des parts de marché. On sait très bien que Microsoft a perdu la bataille d'Internet avec Google, a perdu la bataille du mobile avec encore une fois Google et Apple. Mais aujourd'hui, dans la bataille de l'intelligence artificielle, ils sont très bien positionnés. Je vais rajouter juste une autre anecdote. Lorsqu'ils ont perdu la bataille du mobile contre Google et Apple, comment ils l'ont perdu? C'est que Google avait le maximum de développeurs. Ils ont commencé avec le langage Java qui était le plus utilisé partout dans le monde. Et donc, ils ont embarqué les développeurs. Apple aussi a sorti un système révolutionnaire qui est l'App Store. Et ils ont embarqué des développeurs. Et lorsqu'on embarque des développeurs, on embarque les utilisateurs finaux. Aujourd'hui, Microsoft, ce qu'elle est en train de faire, c'est exactement la même chose. OpenAI a baissé ses coûts. Aujourd'hui, ça ne coûte rien du tout pour utiliser l'API d'OpenAI. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de gagner un maximum de parts de marché et ils sont en train de simplement faire la guerre à Google pour redevenir ce numéro 1 mondial. Donc, c'est une guerre de titans aujourd'hui à laquelle nous assistons, des GAFAM. Le grand absent, c'est Apple. Amazon, ils ont annoncé il y a 2 jours le lancement du concurrent de ChatGPT. Facebook, ils ont le modèle open source Llama qu'ils ont distribué auprès de chercheurs et d'universités. Et il y a Google qui a un modèle LLM, mais qui tarde aujourd'hui à trouver un peu un modèle end consumer. Google, ils sont un peu ça a communiqué, mauvais. mais pour l'instant, ce n'est pas encore en application, hein, le fameux Brave.
Brave. Google ont toujours été un petit peu mauvais en termes de end consumer. C'était comme on avait vu avec Google+, le ratage des réseaux sociaux. Mais Google, on attend tous leurs réponses. Mais en attendant, OpenAI et Microsoft, ils sont très agressifs en train de gagner des parts de marché. Voilà. Alors, on va commencer par la première partie. On va s'intéresser à l'impact de ChatGPT sur les métiers et les industries, puisque vous êtes nombreux, là, pratiquement 400 à nous suivre. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce webinaire sur le train ChatGPT 4, le train de l'intelligence artificielle qui est bien lancé et qui va s'accélérer durant les prochaines semaines, les prochains mois. Une révolution est en cours et il ne faut pas la rater. On va vous donner avec nos intervenants, Youssef Ralem, Zouher Lardissi, Moussine Lardissi, Morad Maziani, les clés, les premières clés pour comprendre, prendre le train. Ne surtout pas rater ce train. Bienvenue dans la gare. Et puis, enfin, et on en parlera peut-être au milieu de ce webinaire, cette masterclass qui va être lancée par vous, messieurs. Impact de ChatGPT sur les métiers et les industries. Posez-nous des questions. Je voudrais commencer par toi, Youssef. Youssef Ralem, on va parler avec toi. Marketing et ChatGPT. Question toute simple pour poser le cadre. Comment ChatGPT peut aider et peut être un atout pour le marketing? Alors, ChatGPT est un formidable atout pour le marketing pour la simple raison qu'il est en mesure d'aider les marketeurs à brainstormer, donc à suggérer plein d'idées par rapport à tout type de problématiques. Moi, personnellement, je l'utilise comme un assistant intelligent qui me permet de faire ma réflexion rapidement. Donc, ça me permet d'optimiser mon temps pour la recherche, d'inspiration. Ça me permet d'avoir… des fois, en fait, quand je trouve un article intéressant, ça me permet de le résumer, de le compresser, de sorte à en comprendre juste le minimum d'éléments qui me permettront de faire une réflexion pertinente. Alors, pour simplifier tout ceci, je peux te dire, Landry, que ChatGPT, ça m'a permis de multiplier au moins fois 10 ma capacité à créer du contenu. Et quand je dis de créer du contenu, je parle de créer du bon contenu. Alors, multiplié par 10. Minimum par 10. Minimum Ouais. par 10. Alors, par exemple, donc déjà, je pense que le cas de figure le plus impactant que j'ai vécu lors de mon expérience avec ChatGPT, c'est la cadence de création de contenu. Alors, avec Morad, on est parvenu à écrire un bouquin donc de 350 pages. Certes, le bouquin n'a pas été généré par ChatGPT. ChatGPT a été un assistant qui permettait de formuler nos idées et de rapidement rassembler des informations intéressantes. Alors, il nous a permis d'écrire un bouquin en l'espace de 2 semaines. D'accord ? Il nous a permis de rédiger des blog posts tout en veillant à ce que les mots-clés donc qui sont pris en considération par Google et soient présents sur le blog post. Donc, ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. ChatGPT nous permet également, en fonction de nos objectifs marketing, de créer du contenu comme l'email marketing. Par exemple, si on a un sequencing de 5 étapes donc pour relancer nos leads, par exemple, donc quand on lance un produit, on laisse un formulaire, les personnes intéressées, elles peuvent tout simplement recevoir des emails de la part de mon site web. Et ce contenu-là, il est créé par ChatGPT. ChatGPT a cette capacité-là à rassembler plein d'informations et plein de templates, comme la méthodologie AIDA pour la création de landing page, plein de templates de cette manière-là. Donc, il suffit juste en tant que marketeur de savoir ce qu'on veut réaliser comme objectif et de savoir bien instruire ChatGPT par rapport à cet objectif pour que lui il fasse le travail. Donc, un travail, on va dire plusieurs étapes, il peut les faire en même pas 5 minutes, 10 minutes. Et en tant que marketeur, il suffit de se concentrer sur sa vraie capacité à comprendre les tendances du marché, sa capacité analytique, sa capacité de pensée critique pour bien manipuler ChatGPT et en faire un outil marketing redoutable. Donc, avant de clôturer mon intervention, j'aimerais surtout donner des exemples pratiques de ce qui a été fait par ChatGPT. Alors, parmi les exemples, parmi les choses qu'on a fait de l'analyse de données. Donc, l'une de nos entreprises, il y a des feedbacks sur Google Reviews, donc des centaines de feedbacks. On voulait tout simplement comprendre un petit peu de manière rapide l'analyse des sentiments de ces feedbacks, donc 150 feedbacks ou bien 200 feedbacks. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tous ces feedbacks-là, on les a mis sur un fichier Excel, sur plutôt Google Sheets. On a ouvert AppScript. On a mis un code OpenAI, donc on a connecté ce Google Sheet avec OpenAI et il nous a permis d'analyser les 150 sentiments et de dresser des graphes
pour comprendre si les clients ils étaient contents, ils étaient insatisfaits, etc. Donc, au-delà de sa capacité à créer du contenu, c'est vraiment un monstre en termes d'analyse de données. La seule contrainte que je peux avancer sur ChatGPT actuellement, c'est sa capacité limitée à traiter un grand nombre de tokens, comme on les appelle dans le métier. Cela dit, donc les personnes qui veulent vraiment s'approfondir et en tirer encore plus profit, ils doivent utiliser OpenAI et essayer de coder un peu des use cases avec. Donc, Youssef, est-ce que ça y est, on peut dire clairement aujourd'hui, maintenant, il y a des transformations qui ont déjà été opérées aux États-Unis, en Europe, dans le marketing grâce à ChatGPT? En fait, je peux te dire très simplement, il y a au moins une centaine de nouveaux modèles économiques qui sont en train aujourd'hui de carburer. Un exemple très, très simple, moi, au tout début, avant de me lancer dans l'ouvrage avec Morad, je voulais vraiment tester et voir ce qui était possible de faire, non pas avec ChatGPT seulement, mais avec tous les outils AI. Parmi les choses, ben, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui automatisent donc, la création de contenu vidéo pour des chaînes YouTube. Donc, c'est un modèle. Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On part sur ChatGPT, on lui dit par exemple, moi si je suis un blogueur dans le domaine de la nutrition, je vais lui dire, OK, tu vas me rédiger par exemple 100 conseils de nutrition. En fait, tu vas me permettre d'élaborer un planning éditorial de 20 ou bien 30 vidéos. D'accord? Pour chaque vidéo, tu vas me proposer par exemple un top 10 de certaines choses. Alors, ces top 10-là, qu'est-ce que je fais avec? Je pars sur Canva. Je fais le copier-coller de ChatGPT à Canva et je génère une vidéo sur YouTube. Alors, imagine, on peut automatiser ce process et pas uniquement pour une seule vidéo la créer rapidement, mais plusieurs vidéos, on peut les créer. Donc, c'est des modèles économiques de chaîne YouTube, on peut dire automatisés. Il y a des modèles économiques qui sont en train de cartonner aussi grâce à Midjourney, c'est la création de comptes. Donc, pour les enfants, ça permet avec Midjourney, Stable Diffusion, avec DALL-E, ça permet de créer des comics avec une très, très grande précision et de les commercialiser sur des plateformes comme Amazon pour enfants. Donc, voilà. Attends, juste une question bête, Youssef, parce que moi, j'étais quelqu'un qui était passionné de bande dessinée. J'ai fait de la BD quand j'étais jeune. Là, je m'amuse à dessiner mes personnages de BD parce que j'ai encore le coup de main. Je les donne à Midjourney ou je les donne à je ne sais pas quelle intelligence artificielle. Ils peuvent me créer un dessin animé? Oui, tu peux le faire. Alors, c'est pas it's easier said than done parce que pour obtenir les résultats souhaités, il faut quand même avoir un certain niveau de maîtrise par rapport au prompting que tu vas utiliser dans tel ou tel outil. Par contre, moi je te recommande d'être créatif et pragmatique en même temps, puisque le Midjourney, par exemple, il ne va pas être capable de générer tout ce que tu veux avec le petit détail. Ce que tu peux faire, c'est essayer de simplifier tant que possible ton concept pour pouvoir en faire un MVP. Alors moi, si tu veux, je peux clôturer mon discours sur le marketing en te disant que ChatGPT, c'est le meilleur outil au monde pour créer des MVP. Parfait. Bah, écoute, clair, limpide. On va enchaîner peut-être. Alors, Mourad, dans un instant, comme on t'a entendu, on va parler avec toi de tout ce qui est stratégie business et de l'impact de ChatGPT dans la transformation des fonctions RH et notamment de la stratégie. Peut-être, Moussine, sur peut-être ChatGPT et l'éducation, parce que là, franchement, je crois qu'il y a un paquet de choses à dire et il y a un grand changement à opérer, non, Moussine? Comment ChatGPT, aujourd'hui, peut être utile quand on a des enfants qui sont scolarisés dans des écoles dont le modèle n'a pas évolué depuis 100 ans, 150 ans. C'est une question qu'on peut se poser. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, la grande question qu'il faut se poser, c'est qu'aujourd'hui, on est devant un modèle, en fait, le modèle de l'école aujourd'hui, le modèle de l'éducation aujourd'hui, c'est un modèle qui est né de la révolution industrielle. Donc, il est né dans les années 1800 en Prussie, par la suite importé aux États-Unis et par la suite, ça a été généralisé partout dans le monde. Le modèle qui consiste à avoir des classes avec le même âge et une classe qui est fermée avec le même programme, avec généralement des choses, avec une évaluation en fin d'année, avec des matières et des modules. Et en fait, tout ce modèle-là, c'est un modèle qui date de 200 ans. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas un modèle qui existe au niveau de l'humanité depuis sa création. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on a fait évoluer le modèle de l'éducation pour répondre aux besoins de la révolution industrielle, qui était un besoin clair. Il fallait avoir des gens qui sont qualifiés pour travailler dans des usines et travailler dans un monde qui est très procédural. Donc, c'est des process qu'il faut respecter d'une manière assez structurée. Maintenant, aujourd'hui, on est devant un autre monde. Aujourd'hui, on a une révolution digitale. Là, on parle de la 4e révolution industrielle. C'est-à-dire tout simplement qu'aujourd'hui, on fait face à d'autres problématiques. Je donne un exemple. Les compétences de demain ne sont pas les compétences du passé. Exemple, la créativité devient une compétence fondamentale. On pouvait ne pas être créatif il y a 30 ans.
ça passait, on pouvait même exceller et avoir un bon poste sans avoir besoin d'être créatif. Aujourd'hui, on est obligé d'être créatif. Et en fait, ça démontre que… Alors, il faut juste comprendre une chose, c'est que généralement, face à ce genre d'innovation, les gens vont toujours avoir des mécanismes de défense. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont essayer de challenger ChatGPT pour faire sortir des choses erronées. On peut Oui. toujours sortir des choses erronées de ChatGPT. Clairement, en fait, des fois, il va faire… Alors, ça peut devenir ludique, comme Zouir tout à l'heure a expliqué, avec les enfants, ça peut être toujours intéressant, mais je crois que demain va être fait d'une collaboration entre l'humain et l'intelligence artificielle. Il faut que cette collaboration soit renforcée, il faut que l'humain soit replacé pour faire ce qu'il sait faire de mieux ou ce qu'il peut faire de mieux. Là, même quand il y a eu l'invention de la calculatrice, à un moment donné, on a dit que les gens ne vont plus en fait, savoir calculer. Oui. Finalement, on a dépassé cela. Quand il y a eu, par exemple, quand on a commencé à avoir un ordinateur avec Word, avec de la correction automatique, orthographique, même chose, on a dit que les gens vont perdre le fil, ils ne vont plus comprendre l'orthographe, ni la grammaire, ni quoi que ce soit. Moi aujourd'hui, en fait, il y a des risques, il est clair. Pour les enfants, pour développer leur créativité, il faut qu'ils puissent toucher eux-mêmes, il faut qu'ils puissent faire le travail eux-mêmes, et après, se faire aider par des outils d'intelligence artificielle. Donc voilà, alors le monde de l'éducation, moi je vais juste évoquer quelque chose. Il y a juste avant le Moussine, début. pardon. Moussine, toi, tu plaides en quelque sorte pour une sorte d'école inversée. C'est-à-dire, il faut renverser la table. Ce qu'on fait en cours aujourd'hui, le faire chez nous, et ce qu'on fait chez nous, enfin, ce que font les élèves aujourd'hui, leurs travaux, etc., c'est les faire à l'école. C'est ça ton idée, c'est ça pour lequel tu Ouais, plaides. ouais. En fait, moi, je l'ai fait, en fait, ce qu'on appelle la classe inversée, qui est une pédagogie intéressante. Je l'ai fait il y a 4 ans, 5 ans, dans mes cours à l'Institut des sciences de la santé. Il n'y avait pas de cours pendant la classe. Donc, les cours, ils étaient révisés à la maison et en fait, ils avaient accès à tous les cours, tous les contenus, tout ça. Et après, dans la classe, c'était des ateliers pratiques où c'était une évaluation qui permettait de combler les failles au niveau de l'apprentissage. Et en fait, ça permettait de faire de l'apprentissage beaucoup plus personnalisé. En fait, on adressait les vraies failles de chaque personne au lieu d'avoir quelque chose de très générique. Ça, d'une part. D'autre part, moi, je dirais que, par exemple, les outils d'intelligence artificielle, ChatGPT ou Midjourney ou autres, ils ont un intérêt. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, et moi, je suis un professeur universitaire, et je sais ce qui se fait. Quand on regarde les matières, les supports de cours des profs, je pourrais dire que des fois, ça date des années 2000. Les PowerPoints sont très verbeux, il y a peu d'images. Or, l'intelligence humaine, l'intelligence de nos enfants, des petits, c'est transformé aujourd'hui en intelligence visuelle. Donc, aujourd'hui, on peut utiliser des outils comme ça pour transformer également le contenu. Ça peut être un assistant au prof et non pas un remplacement au prof. J'allais juste évoquer quelque chose, c'est que juste avant le début du Ramadan, on avait fait, en fait, il y avait une conférence qui était organisée à Bni Mellal, où il y avait le ministre de l'enseignement supérieur et tous les présidents d'université sur la révolution de ChatGPT. Alors, la salle était comble et il y avait même des personnes qui étaient assises par terre, des personnes qui étaient debout. Parce Magnifique. que tout le monde est conscient de l'impact que ça peut avoir. Alors, sur Donc, l'éducation… on a compris partout dans le Maroc l'intérêt et Tout à l'opportunité de cette Maintenant, révolution. moi, je veux juste terminer sur ça. Il faut voir l'opportunité et non pas la menace. Maintenant, la menace, il faut la traiter, il faut essayer de prendre en considération les risques, mais il faut voir l'opportunité en termes de productivité pour les profs, également pour les étudiants, l'opportunité à se concentrer sur l'essentiel, parce que des fois, on perd beaucoup de temps sur des choses qui ne sont pas essentielles, et l'opportunité également d'avoir un peu de temps contemplatif, parce que la révolution industrielle, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a instauré l'importance de la vie active. Et je crois qu'on a besoin de plus de temps pour réfléchir, pour contempler, pour regarder la nature, pour profiter des bonnes choses, et en même temps faire utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer sa productivité. Voilà. Allez, on est presque à 400 personnes qui nous rejoignent et qui sont avec nous pour ce webinaire du train de la révolution de l'intelligence artificielle à travers le prisme de ChatGPT 4. Bienvenue si vous nous rejoignez. Fin de la première partie dans quelques instants. Première partie consacrée à l'impact métier et entreprise, industrie de cette révolution qui est ChatGPT 4. On a eu Youssef Ralem qui nous parlait un instant de tout ce qui concerne notamment l'aspect marketing. On va avoir dans un instant Mourad qui va nous parler de la transformation des métiers RH et stratégie grâce à cette outil qui est ChatGPT 4. Moussine Nardissi qui nous parlait éducation. Je voudrais peut-être redonner la parole à toi, Zouher, pour parler santé, parce que forcément, ce sont les deux plus grandes préoccupations des Marocains, l'éducation
la santé. Comment ChatGPT 4 peut aider et être un atout pour l'industrie de la santé, selon toi? Déjà passionnant ce qu'on vient d'entendre. Donc, si tu me permets, Landry, je vais peut-être rapidement rebondir sur deux points qui ont été évoqués par Mourad et Mohsin, qui sont à mon Bien sens sûr. importants. Alors, par rapport à, il faut comprendre juste le contexte de cette technologie. Il faut savoir que ce qu'on appelle les Large Language Models, les LLM, c'est une technologie qui traite énormément on va dire de bases de langage, de datasets de langue, et qui vont derrière être capables de générer de l'écriture, de générer du langage. Ce type de système existe depuis 4-5 ans. Google avait lancé sa propre version il y a quelques années, Facebook aussi, etc. Le problème, et c'est là où je pense que Microsoft a été très intelligent, Microsoft a déjà eu le coup d'être le dominant dans un marché. Ils ont appris qu'en fait, les médias vont sauter dessus. Et donc, je pense qu'ils ont avancé caché. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon interprétation des choses. Google avait lancé, il y avait des polémiques qui sont sorties parce qu'à un moment, on commence à voir des conseils qui sont mal faits, etc. Quand c'est une association, quand c'est une fondation qui lance ça, une petite fondation, personne ne va s'y attaquer. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, OpenAI a pu se mettre une place. Si c'était Google, ça aurait été, je pense, une catastrophe d'un point de vue médiatique et d'un point de vue image, parce que c'est le dominant qui vient et qui va encore détruire des jobs, qui va créer en fait du contenu falsifié, qui va créer de la désinformation, etc. Donc ça, c'est juste pour compléter un Oui, peu. c'est intéressant, c'est intéressant. Maintenant, pour revenir à l'éducation, je reviens rapidement à la santé tout de suite, mais juste par rapport à l'éducation, je pense que c'est un vrai sujet. Moi, je pense, Mohsin l'a dit, il y a eu la première révolution, la deuxième révolution industrielle qui ont transformé les métiers qui initialement étaient d'abord des métiers physiques. Les métiers d'avant première révolution industrielle étaient d'abord des métiers qui étaient basés sur la force physique et la précision physique. À partir de la première, deuxième révolution industrielle, les machines ont remplacé ce type de tâches en grande partie et le plus gros du travail, du métier était un métier intellectuel, rationnel. Cette quatrième révolution va transformer les métiers et je pense que tout ce qui est rationnel de base, tout ce qui est rationalité de base va être remplacé par des algorithmes. Donc, ce qui va rester, c'est d'abord de l'intelligence émotionnelle, créative et sociale. Et c'est là, je pense, où l'éducation va devoir investir. Investir sur l'empathie, investir sur le relationnel, sur la sociabilité, parce que c'est des choses aujourd'hui qui, pour l'instant en tout cas, ne sont pas, on va dire, facilement adoptables par la machine. La machine, ChatGPT, avec toute l'intelligence qu'on peut lui attribuer, reste quand même pas forcément avec des émotions, pas forcément avec une conscience et pas forcément avec des choix. Et donc, c'est là où je pense c'est important d'orienter le domaine de l'éducation. Maintenant, pour revenir à la santé, alors, je ne pense pas que ChatGPT en tant que tel va être utilisé dans la santé, parce que, encore une fois, dans la santé, on a besoin de précision, on a besoin de systèmes beaucoup plus, on va dire, efficaces et orientés dans le domaine de la médecine. Maintenant, les technologies sous-jacentes, c'est-à-dire les librairies de type GPT, GPT-3, 4 et autres, et leurs équivalents, vont pouvoir être utilisés pour plusieurs types d'usages. Premier, c'est le diagnostic, bien sûr. Donc, on peut utiliser ça pour faire, en fait, et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des gens qui posent la question à ChatGPT par rapport à certains symptômes et qui ont une sorte de premier niveau de diagnostic qui peut être fait. Maintenant, bien sûr, il faut relativiser ça parce que ce n'est pas un corpus médical qui a été utilisé pour derrière, donc on peut avoir des biais. Mais par contre, un GPT-4 qui est entraîné autour d'un corpus médical, d'un dataset médical, il serait capable de faire un diagnostic à un niveau de précision qui est très élevé. Bien sûr, à un moment, la décision va devoir revenir à un médecin parce que, pour une raison simple, c'est que ce type d'algorithme n'est pas explicable. Il est plus basé sur un énorme, on va dire, entrepôt de données que sur une vraie précision d'un point de vue, on va dire, raisonnement, etc. Donc ça, c'est le premier type d'usage. Deuxième type d'usage, c'est la découverte de molécules. Ça commence aujourd'hui à se faire. On commence à utiliser des techniques basées sur des transformers, etc., pour justement, donc GPT, c'est un type de transformer, pour faire de la génération de nouvelles molécules ou découvrir de nouvelles molécules qui peuvent avoir, on va dire, qui peuvent être utilisées dans la médecine, dans un certain nombre de traitements. On commence à le voir, par exemple, dans des traitements très avancés relatifs, par exemple, à des maladies comme le cancer et d'autres. On utilise aujourd'hui, par exemple, des technologies de ce type, notamment dans tout ce qui est on va dire, traitement basé sur la, comment on appelle ça, les traitements adaptés par personne, les traitements personnalisés.
Donc, en fait, on insère plus ou moins le profil du patient et on peut avoir des traitements très adaptés. Alors, juste une petite information, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, je pense, l'inventeur du vaccin Pfizer, la société BioNTech, qui est une société allemande fondée par 2 Turcs, elle vient d'acheter un des leaders du deep learning dans la région africaine qui s'appelle Instadi. C'est une boîte tunisienne qui a été créée par des Tunisiens il y a quelques temps. Donc, c'est une boîte qui vient d'être achetée pour 400 millions de dollars par BioNTech parce qu'ils savent que les molécules de demain, les traitements de demain vont utiliser des technologies basées sur du deep learning, sur des transformers, justement pour découvrir de nouvelles molécules. Ça, c'est le deuxième type d'usage, mais on peut bien sûr envisager d'autres types d'usages. Par exemple, le fait aujourd'hui qu'un patient, et ça c'est un des points sur lesquels on a travaillé il y a quelques années, on avait travaillé sur un chatbot pour accompagner le parcours de soins du patient. Aujourd'hui, par exemple, au Maroc, un patient, quand il a un certain nombre de symptômes, il ne sait même pas à quel type de spécialiste il doit s'adresser. Donc, l'accompagnement du patient dans le parcours de soins, ça peut être aussi quelque chose qui, à mon sens, sur lesquels on va avoir des technologies de type ChatGPT qui vont être utilisées. Bon, en tout cas, j'ai compris, je ne vais pas être opéré par ChatGPT, mais il y a tout un écosystème qui va forcément grandir, évoluer, qui va être aidé, facilité par tous les connexes à ChatGPT 4 qui vont être permis justement par ChatGPT. Avant de donner la parole à Mourad, j'avais oublié notre Kezako, notre fondateur. Forcément, un mot sur l'éducation, Youssef, puisque tout à l'heure, on en parlait avec Moussine. ChatGPT 4 et l'éducation, tu es optimiste, tu es pessimiste? Moi, je suis optimiste parce que ChatGPT 4, c'est inévitable en fait. L'AI, c'est inévitable. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et pour en trouver, il faut être optimiste quand même. Alors, moi, ce que je vois en fait entre le rapport entre l'IA et l'éducation, je vais citer 3 éléments. Premier élément, c'est la personnalisation du parcours d'apprentissage. Avec l'IA, aujourd'hui, les gens ne sont pas obligés d'apprendre les choses de la même manière. Moi, par exemple, si dans ma culture, il y a certaines choses qui sont interdites par rapport à l'ouvrage dans lequel je suis habitué à me renseigner, je peux adapter un contexte éducatif à une culture locale. Ça, c'est un exemple. Après, il y a aussi d'autres exemples. Si moi, j'aime bien la musique, par exemple, donc je peux monter, par exemple, un programme de formation sur l'espagnol ou bien sur l'anglais à base de jargon musical. Donc là, ce sont des approches qui sont vraiment expérimentées par des chercheurs qui sont en train de proposer des nouvelles expériences d'apprentissage. Après, pour ne pas m'attarder trop sur la thématique de l'éducation, moi, je viens de découvrir il y a quelques semaines un nouvel outil qui a été développé par Khan Academy, qui s'appelle Khanmigo. Donc, c'est l'ami des apprenants sur Khan Academy. Donc, c'est un assistant d'apprentissage. Donc, ça me permet aujourd'hui de te dire, Landry, que le métier de professeur, c'est un métier qui va changer de manière radicale. Parce qu'aujourd'hui, le professeur, très généralement, c'est un gars qui s'est entraîné à enseigner la même chose avec un programme qui n'a pas forcément évolué. Donc, tout ceci, c'est remplaçable par la machine automatiquement. Donc, c'est de la data et c'est des expériences d'apprentissage. C'est remplaçable par la machine. Par contre, il y a un métier qui va émerger. Et dans la marge, bien sûr, un métier qui est lié à l'éducation, c'est le métier d'éducateur, c'est le métier de coach scolaire, c'est le métier de professeur passionné et créatif qui a une personnalité. Donc ça, oui. Après, pour enseigner les choses de la même manière, ça c'est mort parce que déjà il y a le e-learning. Aujourd'hui avec le AI, ça tue le côté 100% technique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'ère du professeur passionné, créatif et encore plus du coach scolaire. Voilà. Moussine, il veut réagir, je pense. Moussine. Oui, je veux juste rajouter quelque chose qui est important. Je crois qu'il faut changer le rôle du prof. Le prof n'est plus détenteur du savoir, n'est plus fournisseur du savoir, il est plus facilitateur, coach dans un cours. Et deuxième élément qu'il faut noter, c'est que généralement, la relation, le lien avec le savoir, il est en train de changer. Et donc, en fait, je crois que même au niveau de l'enseignement supérieur, il faut revenir à des basiques qui sont l'éducation. Je crois que dans l'enseignement, on est sur purement, en fait, du savoir pur. Et le savoir aujourd'hui, il est accessible, il est disponible sur YouTube, il est disponible aujourd'hui. Même ChatGPT, si vous voulez lui demander, j'ai fait l'exercice, donnez-moi en fait un programme pour apprendre quelque chose avec des liens et des ressources, il va te générer un programme. Donc, le rôle du prof, c'est également un rôle éducatif. Éducatif au sens du mindset, au sens de l'accompagnement et au sens de la transmission de valeurs et de la culture.
On est près de 400 hein, sur ce webinaire. Ne ratez pas le train de l'intelligence artificielle à travers ChatGPT 4. Bienvenue si vous nous rejoignez. Première partie, dernière sous-partie avec toi, Morad, puisqu'on va parler stratégie business. Comment ChatGPT peut être un atout aujourd'hui pour la fonction business stratégie? Alors, pour parler du business, on doit parler d'abord des ressources humaines. OpenAI a publié un papier il y a un mois par rapport à l'impact de sa technologie sur les jobs aux États-Unis et par ricochet dans le monde. Et l'impact est évalué par OpenAI toujours et l'Université de Pennsylvanie à 80%. C'est-à-dire que 80% des jobs seront impactés à des niveaux différents par l'intelligence artificielle. Là, on parle d'abord des jobs qui sont les plus impactés. Il y a les auteurs, il y a les data analystes, il y a les chargés de relations publiques. Aujourd'hui, on parle même des développeurs de logiciels qui peut-être dans une dizaine d'années seront un métier du passé. Il y a aussi les créateurs de contenu, les analystes financiers, les comptables, C'est l'école les blanche. assistants. En fait, c'est que par surprise, ça touche les cols blancs et le col bleu aussi. Les mathématiciens, par exemple, c'est dans cette étude de OpenAI, les mathématiciens, c'est un job qui est aussi impacté à une échelle très, très avancée. Donc, ça, c'est par rapport à la fonction RH. Aujourd'hui, les avocats aussi. Les avocats, c'est un métier qui sera impacté. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle comme un multiplicateur de productivité. Et donc, même si c'est un multiplicateur, même si tout le monde a à sa disposition ce multiplicateur aujourd'hui, ça requiert un ajustement pour pouvoir bénéficier au maximum de ce multiplicateur. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde mondialisé et dans un monde hyper compétitif, celui qui utilise à bon escient l'intelligence artificielle va nous dépasser, va prendre plus de parts de marché, va être plus productif. Donc, ce qui nous ramène au business aujourd'hui, donc cet ajustement business est aujourd'hui une nécessité. Le fait de passer les workflows entreprises chez l'intelligence artificielle est aujourd'hui une nécessité pour produire plus vite, pour automatiser les tâches qui sont répétitives et qui font que peut-être une partie des RH perdent plus de temps et concentrer ces ressources humaines sur les choses les plus créatives et qui apportent le plus de valeur. Merci. Bon, clair, concis. J'allais te dire, Mourad, Ramadan, c'est pas la nuit, mais vas-y, bois un petit verre d'eau. Moi, j'en ai pas ramené là. J'aurais dû ramener un verre d'eau. J'ai vu Moussine et Zouer prendre un café en plus. Vous avez de la chance. Moi, je suis asséché encore pendant 1 heure, 1 heure et demie. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. ChatGPT 4, la révolution et le train, il est à prendre tout de suite parce que c'est vrai que plus le temps passe, plus on va être un peu à la ramasse. Deuxième partie de notre webinaire consacrée désormais tout simplement à comment utiliser ChatGPT pour améliorer la productivité personnelle, votre productivité et la performance business. Alors, comme on a pris un peu de retard, je me suis dit, tiens, on va se préparer un petit QCM surprise. Et je pense que ça va être Youssef et Moussine qui vont se prêter au jeu. Peut-être, les amis Youssef et Moussine, nous présenter ChatGPT comme outil de productivité par métier. Si je prenais un métier comme, community manager, Youssef ou Moussine, qui veut répondre? Qu'est-ce que ça change pour moi, là, maintenant, tout de suite? Quelles sont les opportunités qui me sont permises? Écoute, en tant que community manager, par exemple, j'aurais moins de mal à trouver des concepts créatifs. D'accord? Grâce à ChatGPT, je pourrais avoir accès immédiatement à une centaine d'idées intéressantes. Après, selon mes points forts, selon ma connaissance de moi-même et mon savoir-faire, je peux filtrer 10 idées, par exemple, ou bien 5 idées, et continuer à écrémer ce procédé. Je vais l'écrémer. Donc, je vais dire, dans un premier temps, je demande à ChatGPT de me donner 100 idées de concepts pour un social media viral, pour un post viral. Il va me donner les 100 idées. Sur la base des 100 idées, je vais filtrer, je vais shortlister une dizaine par exemple. Je vais lui dire, OK, sur la base de tes 100 idées, ces 10 idées, elles me plaisent beaucoup. J'aimerais que tu me proposes une dizaine d'autres. D'accord? Une fois que je vais faire ça, je vais lui demander, d'accord, ChatGPT, maintenant ce que tu vas faire, tu vas me dire pourquoi tu as choisi
ce concept viral à chaque fois, donc sur la base des 20 idées. Parce que ça, c'est un pattern que Morad a abordé dans l'ouvrage Turbo Marketing avec ChatGPT. Ça s'appelle le why pattern. Donc, le why pattern, il permet de comprendre la raison à travers laquelle ou pour laquelle ChatGPT a fait un choix. Et ça nous permet, nous, d'être convaincus. Parce que c'est une raison qui doit être logique, qui doit être appuyée par des chiffres, qui doit être appuyée par de la data. Donc, une fois que j'aurai le pourquoi, je pourrais même lui demander, pour chaque concept créatif, donne-moi une vidéo sur YouTube, un lien, ou une vidéo qui est connue sur les social media, qui ressemble un petit peu à ce que tu as dit. Et là, ça va me permettre aussi de faire un benchmark humain, sachant que ChatGPT, sa base de données, je pense qu'elle est actualisée jusqu'à octobre 2021. Donc, avant l'avènement de GPT-4, en fait, GPT-4, il va commencer à intégrer l'inclusion sur Internet dans son interface dans quelques semaines. Mais pour le moment, moi, c'est comme ça. C'est pas Internet, c'est les plugins, Youssef. C'est les plugins. À travers les plugins, exactement. À travers les plugins. C'est pour quand? C'est pour cet été, messieurs? Je pense que ça a déjà commencé. Maintenant, c'est en mode bêta chez 1% à 5% de la user base et ça sera répandu au fur et à mesure. N'est-ce pas, Mourad? Exactement. Donc, OpenAI n'annonce pas la date où ils vont roll out ça pour tout le monde, mais on peut s'attendre à ce que ce soit fait durant ce mois, que les plugins soient quelque chose accessible pour tout le monde. Alors, il faut bien noter que les plugins, enfin, ChatGPT n'est pas connecté à Internet, donc sa base de données remonte à octobre dernier. Et les plugins, par contre, sont connectés à Internet. Donc aujourd'hui, par exemple, on aura des plugins d'Expedia, on a un agent de voyage à notre disposition qui connaît déjà nos préférences et va nous proposer un parcours de voyage à travers Expedia. Donc on aura plusieurs plugins connectés à Internet et ça, c'est une utilisation très intéressante qu'on verra dans le prochain mois. Moussine, je suis chef de projet ou je suis directeur stratégique. Comment un outil comme ChatGPT, qui plus est ultra performant, la version 4, peut m'aider là, maintenant, tout de suite, dans mon métier, dans ma performance? Alors, je crois qu'il y a plusieurs façons d'utiliser ChatGPT et les différents outils AI. Donc, en fait, il faut déjà commencer par… alors, des fois, il faut juste comprendre une chose, c'est que ChatGPT, ça apprend. En fait, puisque c'est basé sur du machine learning, donc il y a de l'apprentissage. Et donc, ça veut dire tout simplement que quand on fait de la conversation, on peut lui apprendre des choses, comme on peut lui donner des inputs. Alors, notamment quand on va l'utiliser par script, mais il y a d'autres outils, par exemple, qui utilisent l'API d'OpenAI. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle AskPDF. Vous pouvez charger un PDF et poser des questions à ce PDF. Alors, les gens qui doivent produire de la stratégie, généralement, ils doivent faire du benchmark, ils doivent consulter beaucoup de documents avant de pouvoir prendre la stratégie. Donc, déjà, interagir avec ces documents peut être intéressant. Chatter, c'est en fait faire de la conversation avec les documents pour demander des choses spécifiques. Au lieu de devoir lire et parcourir tout un document, c'est quelque chose qui est fastidieux. Alors, il y a déjà ça. Il faut savoir que ChatGPT peut vous générer, par exemple, un business model. Donc, j'ai fait l'exercice à plusieurs reprises. J'ai demandé, par exemple, à ChatGPT quelles sont les idées les plus intéressantes de startups innovantes dans le domaine Green Tech ou Clean Tech, par exemple, au Maroc. Et en fait, il m'a sorti les idées les plus intéressantes. Après, je peux prendre une idée et lui demander donnez-moi un business model. Donc, il va pouvoir construire en fait un business model Canva de cette idée. Bien entendu, je répète toujours, il y a toujours un besoin de contrôle par la suite. Considéré comme un bon stagiaire, un stagiaire qui a accès à beaucoup d'informations et qui peut faire des choses très rapidement. Mais après, il faut toujours faire un travail de contrôle par la suite. Donc, il va vous produire un business model Canva. Vous pouvez lui demander de produire une stratégie marketing, par exemple. Et éventuellement, alors, dernièrement, par exemple, sur un projet, j'ai demandé à ChatGPT, sur un projet professionnel, réel, de me donner l'ensemble des éléments qui concernent le projet, donc les contraintes, les risques, les opportunités, les avantages du projet, en fait, tout ce qui va permettre de pitcher le projet. Et effectivement, il m'a sorti tous ces éléments. Alors, il faut juste comprendre une chose, et ça, je crois que c'est important, et je veux juste mentionner ça, c'est que la puissance des LLM en général et d'outils comme ChatGPT, la puissance, elle ne peut apparaître que quand on maîtrise les prompts. C'est pour ça qu'il y a un métier prompt engineer. On va y revenir plus tard avec Morad. Et je crois que l'un des intérêts de ce e-book,
C'est bien ça. En fait, le e-book, et je crois que ce qui est prévu, c'est de sortir d'autres e-books pour d'autres domaines, pour du project management. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est que ça permet d'enseigner comment on va collaborer justement avec l'intelligence artificielle, comment on va en tirer le maximum de profit, comment on va s'assurer que la donnée qui est produite par l'intelligence artificielle, elle est exacte. Parce que des fois, on peut même vérifier les sources. Alors, quand ChatGPT vous donne des informations, on peut revérifier ça pour s'assurer qu'on a les bonnes sources et que effectivement l'information est pertinente. Très rapidement par rapport au management de projet, donc la même chose, on peut identifier des risques, des points de vigilance par rapport à des projets standards. On peut sortir la work breakdown structure, donc la décomposition, la structure de découpage du projet, parce qu'il intègre ces éléments-là. Comme on peut l'utiliser pour de la communication, de la collaboration, produire un mail, Alors, l'exemple type, si vous me permettez, quand on a voulu produire le script de ce webinaire, on l'a demandé à ChatGPT. Et il nous a sorti en fait un script. Voilà, vous n'avez pas demandé, vous avez dit, tiens, on va demander à ChatGPT. Merci, Moussine, merci. Voilà. Voilà. Bon, c'est passionnant, c'est vrai que on voit que ça va faciliter la tâche, ça va améliorer les tâches quotidiennes, ça va nous faire gagner beaucoup de temps, aussi bien personnel que dans l'entreprise. Zouer, peut-être un mot pour compléter, et puis après peut-être Youssef et Mourad sur comment GPT-4 et l'IA peuvent améliorer les business models aussi, puis optimiser l'efficacité opérationnelle. Très bien. Moi, je pense, alors, il y a un truc, moi, je vais parler d'un usage aujourd'hui au quotidien. Moi j'utilise beaucoup aujourd'hui ChatGPT pour rédiger des emails. En fait, ça prenait parfois une dizaine de minutes, voire parfois plus pour générer un email professionnel par rapport à une situation particulière vis-à-vis d'un client. Aujourd'hui, généralement, en fait, je le fais en 2-3 minutes. Donc, entre la génération, la revue et la validation. Moi, je pense que c'est un outil de productivité qui est très important au quotidien pour des managers, pour des chefs de projet, pour un certain nombre d'outils de communication. Alors, pour la partie justement entrepreneuriat, mais c'est une parenthèse, j'ai été sollicité il n'y a pas très longtemps par un ami dans le cadre d'un projet de start-up dans le domaine de la fintech. Et en fait, j'ai utilisé ChatGPT d'abord pour définir quels sont les modules qu'une application d'avance sur salaire peut comprendre, comment on peut construire cette application. J'ai demandé à d'autres outils de me générer quelques écrans, à quoi ressembleraient des écrans de cette application, un certain nombre d'éléments marketing, mais on est allé jusqu'au point avec d'autres outils qui sont dans la même famille de Generative AI, à générer un premier draft de code de l'application. Donc, c'est pour dire quelque part que, en fait, on peut couvrir assez large. Alors, aujourd'hui, il y a aussi des outils qui permettent de générer, comme Youssef disait tout à l'heure, des vidéos basées sur du contenu ChatGPT. Il y a un outil qui s'appelle Synthesia qui permet de générer pas mal des vidéos avec des personnages où on peut choisir la langue, on peut choisir un certain nombre de choses. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que, en fait, c'est un outil complet qui va permettre d'une certaine manière d'augmenter au quotidien la productivité minimum de 3 fois à 4 fois pour la majorité des jobs. Et je vais terminer par dire un truc, et je pense que c'est très important. On va peut-être y revenir quand on va parler de risque, mais ce n'est pas l'IA qui va remplacer l'humain, mais par contre, quelqu'un qui maîtrise l'IA va peut-être vous remplacer. C'est ça ce qu'il faut se dire. C'est plus les gens qui vont le plus maîtriser comment utiliser les différents outils qui vont, d'une certaine manière, devenir 3 fois à 4 fois plus productifs, qui vont être capables de remplacer quelqu'un qui ne va pas utiliser ces outils. Donc, c'est ça, en fait, l'enjeu. Moi, je pense que… Heureusement que je suis bien entouré avec vous, les amis. Vous allez me donner des clés. J'aimerais rajouter quelque Youssef, chose de très important. Mourad, vas-y. Oui, j'aimerais rajouter quelque chose de très important par rapport au business. C'est que, encore une fois, pour remettre dans le contexte, on est dans une guerre de titans en ce moment entre Microsoft et Google. Et Microsoft a annoncé il y a un mois la généralisation de GPT dans tous ses outils bureautiques à travers Copilot. Donc Copilot est un assistant intelligent qui a déjà été implémenté avec GitHub. GitHub a été racheté par Microsoft. Aujourd'hui, les codeurs se régalent avec Copilot, c'est-à-dire que c'est un accompagnateur qui va te compléter ton code, qui
qui multiplie par 10 la productivité pour écriture de code. Aujourd'hui, Copilot va être utilisé en entreprise sur Excel, sur Word, sur PowerPoint. C'est-à-dire qu'avec Copilot, n'importe qui en entreprise, s'il ne connaît pas comment générer une formule Excel, eh bien, il va parler avec le langage le plus simple, qui est la langue française ou bien la langue anglaise, puisque GPT, on va parler maintenant de technologie, on va arrêter de parler de chat GPT, mais parler de la technologie derrière qui va être utilisée dans Copilot. Et GPT maîtrise 24 langues sur 26. C'est-à-dire une maîtrise, bien sûr, à des niveaux différents. Et aujourd'hui, donc, je ne connais pas une formule sur Excel et je veux faire ça et ça et ça. Eh bien, à travers plusieurs instructions que j'aurai dans mon Excel même, je vais pouvoir faire ce que je veux, générer un peu les graphes, tout ce que je veux rapidement. Sur Word, pareil, je vais pouvoir faire et sur PowerPoint, non seulement on aura la génération de texte, mais on aura aussi la génération d'images. Donc, je vais lui dire, je suis en train de préparer une présentation client, voici mon idée, on va chatter, ça va être conversationnel, et on va monter très rapidement cette présentation. Donc, aujourd'hui, c'est une guerre de parts de marché. Google a annoncé la même chose dans sa suite bureautique, mais c'est largement moins utilisé que la suite bureautique de Microsoft en entreprise pour ses outils Google Sheet, Google Doc et Google Slide. Et donc aujourd'hui, l'IA est devenu un produit de consommateur, est devenu un produit que Monsieur Tout-le-Monde va pouvoir utiliser et c'est un multiplicateur. Donc lorsqu'on lui donne de la valeur, il va multiplier cette valeur fois 100. Donc voilà, c'est ça l'impact qu'aura la technologie GPT en entreprise. Et ça, on parle des mois prochains. C'est déjà en train d'être testé avec c'est déjà en train d'être testé avec les sociétés de Fortune 500 aux États-Unis. Donc, une fois que le modèle est bien testé, c'est pour tout le monde, c'est la guerre de parts de marché. Et vous êtes 320 à l'heure actuelle, vous étiez un peu plus nombreux, 350, allez, pratiquement 370 tout à l'heure. On est à 1h15, 1h30 de webinaire sur la révolution GPT-4. Honnêtement, du nombre de webinaires que j'ai fait, un maintien de flux comme celui-ci, ça veut dire que l'intérêt est grandissant. Bienvenue si vous nous rejoignez. À la fin de ce webinaire, une masterclass sera annoncée. Vous avez un ouvrage également, on en a parlé tout à l'heure, et puis ce webinaire de toute façon sera également démultiplié sur l'ensemble des réseaux sociaux. On termine notre deuxième partie donc sur comment GPT-4 peut améliorer notre productivité personnelle et bien sûr notre performance entreprise. Youssef Ralem, je t'ai fait passer le dernier. Monsieur Kezako, dernier élève de classe aujourd'hui. Pour cette partie uniquement, hein. Je plaisante. Écoute, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Pour avoir des bonnes notes, ChatGPT, il peut m'aider à avoir des bonnes notes. Après, dans la vraie vie, il faut trouver les solutions aux problèmes. Et c'est ce qui compte le plus aujourd'hui. Alors, pour moi, ta question, je dirais que ChatGPT et l'IA peuvent aider les entreprises à améliorer leur business model et à optimiser leur efficacité opérationnelle de plusieurs manières différentes. Je vais te donner par exemple 4 à 5 exemples d'utilisation. D'abord, l'analyse de données. L'IA peut être utilisé pour analyser les données d'entreprise et identifier les tendances et les modèles qui peuvent aider à améliorer les business models. Par exemple, ça peut aider à identifier les produits qui se vendent le mieux, les tendances de consommation, les préférences des clients, etc. Là, je vais te donner un deuxième exemple, c'est le service client. Alors, ChatGPT peut être utilisé pour améliorer l'expérience client en offrant des services personnalisés et en temps réel. Par exemple, les chatbots basés sur l'IA peuvent être utilisés pour répondre aux questions des clients 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nous, sur notre ouvrage, Marketing Turbocharger, on a codé, grâce à OpenAI, un chatbot qui permet de répondre donc, à des questions sur la culture foot balistique marocaine. Donc, juste pour te dire, ChatGPT ne va pas pouvoir faire ça à proprement dit, mais OpenAI, on peut l'entraîner sur la base d'input-output afin de devenir un assistant intelligent par rapport à une thématique donnée. Et si on parle des entreprises, le service client, tout simplement, ça peut être totalement automatisé et à merveille avec des chatbots grâce au NLP. Donc, on peut leur parler en langage humain, ils vont nous répondre en temps réel. Et pour aller encore plus loin, on peut lier donc, les outputs de OpenAI avec des outils qui permettent de passer du text-to-speech pour avoir carrément des conversations téléphoniques en temps réel. Donc, c'est quelque chose vraiment de très puissant qui est en train de se développer à une vitesse ahurissante. Et finalement, je vais te parler encore une fois du marketing. Donc, ChatGPT et l'IA peuvent être utilisés pour améliorer la stratégie marketing d'entreprise.
Par exemple, l'IA peut être utilisée pour cibler les publicités en fonction des préférences des clients. Alors, imagine, même si je ne suis pas un Sénégalais, j'ai un produit que je veux développer au sein du marché sénégalais. Normalement, je serais limité par la culture et je pourrais faire des erreurs très, très graves. Mais grâce à ChatGPT, je peux lui demander d'agir comme un marketeur sénégalais qui est conscient de la culture sénégalaise pour me proposer une stratégie marketing efficace pendant l'été par rapport à mon produit, par exemple. Donc, vraiment, c'est bouleversant. Donc, c'est ça mon intervention par rapport au sujet. Merci, Youssef. Je Vous veux n'hésitez pas à poser rajouter. des questions, hein. Vous êtes 350. Mourad, pour terminer peut-être sur cette partie. Ouais. Je vais raconter juste une petite anecdote qui s'est passée cette semaine avec une cliente avec qui je suis en consulting. Nous avons remarqué qu'ils avaient une boîte email remplie de retours clients qui posaient des questions et me disaient que elle ne peut pas se permettre de laisser n'importe qui dans la société répondre à ces emails, puisque le niveau de français pour leur institution devrait être exemplaire. C'est une institution de communication. Et je lui ai tout simplement conseillé que n'importe qui dans sa société, en utilisant le bon prompt sur ChatGPT, elle peut carrément leur faire une petite librairie de prompts et n'importe qui pourrait avoir un français parfait, puisque des clients à qui on ne répond pas ou bien avec qui on tarde à répondre par email, c'est peut-être des business qui sont perdus. Donc ça, c'est juste une petite anecdote de comment quelque chose de simple peut donner des super pouvoirs peut-être à quelqu'un qui a un niveau modeste dans une certaine langue et pouvoir faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Merci, Mourad. Alors, il y a Zouer qui va nous quitter dans une dizaine de minutes. Peut-être, Zouer, on va commencer avec toi la troisième partie parce qu'on a beaucoup parlé effectivement de comment GPT-4 peut améliorer notre productivité, notre performance en entreprise. Il y a des avantages. On va davantage en parler encore, mais il y a aussi des risques. Zouer, question simple et à la fois compliquée. Doit-on se fier systématiquement aux données livrées par GPT-4? Réponse simple, non. Non, on ne peut pas se fier systématiquement. Alors, beaucoup de raisons. En fait, d'abord, comme vous savez, ChatGPT a les mêmes qualités et les défauts de ce que fait l'être humain dans le langage. C'est-à-dire qu'il est aussi bluffant parfois et farfelu qu'un être humain. Donc, on peut avoir… j'ai vu des expériences il n'y a pas très longtemps où on a inventé ChatGPT va inventer en fait une histoire par rapport à un personnage qui n'a jamais existé ou va inventer en fait un événement qui n'a jamais eu lieu. Donc d'abord, il y a de la désinformation qui peut se faire avec ChatGPT et bien sûr avec tous les outils d'IA génératifs parce qu'on peut générer des vidéos avec des personnes, on peut générer des photos complètement, on va dire, complètement fake. Et ça, en fait, c'est un risque. Donc toute la partie fake news, désinformation est un problème. Deuxième problématique qui peut se poser, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une problématique fondamentale dans les outils de deep learning. Donc, juste encore une fois, pour situer, on parle d'intelligence artificielle, ça c'est le grand domaine. Dans l'intelligence artificielle, il y a deux grandes familles. La famille qui a existé depuis jusqu'aux années 2000, qui est la famille logique, basée sur la logique, les mathématiques et l'algorithmique. Et il y a la famille qui est basée sur la donnée. Donc, on est dans la famille qui est basée sur la donnée. Dans cette famille, il y a une grande technologie qui s'appelle le machine learning. Au-dessous de cette technologie, il y a le deep learning, qui est une sous-technologie, et les transformers sont un type de deep learning. Donc, dans cette famille, en fait, d'une certaine manière, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est derrière des réseaux de neurones artificiels qui traitent de l'information auquel on va alimenter avec beaucoup de données, et on ne sait pas avec quelle logique elle va sortir le résultat. Donc, il y a une problématique, on parle généralement dans l'éthique autour de l'IA d'explainability. Le problème d'explainability, c'est-à-dire qu'on ne sait pas avec quel raisonnement on a obtenu le résultat. Et ça pose bien sûr un problème dans certains domaines où on a besoin d'explications. C'est-à-dire que si demain, une IA va prendre une décision à la place de l'humain, on n'est pas sûr le jour où c'est une mauvaise décision, on ne sait pas pour quelle raison ça a été pris. Donc ça, c'est une deuxième problématique qui peut se poser par rapport à ce type de problème. Alors, troisième problématique, c'est que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'IA générative, elle ne fait pas de raisonnement. C'est une data qui génère de l'information. Il n'y a pas de connaissance derrière. Il n'y a pas un cerveau qui va dire, à partir du moment où on a 1, 2, 3,
on peut considérer qu'il y a un constat, qu'il y a une connaissance qui peut en être générée ou un savoir qui peut en être généré, qui va consister à dire la loi ou le théorème suivant est vrai. Donc, il n'y a pas de raisonnement. On est sur de la data qui va générer de l'information. Donc, bien sûr, ça aussi, ça constitue, je veux dire, un potentiel, enfin, quand je dis un potentiel risque, c'est-à-dire que c'est une limitation de ce type d'outils qu'il faut comprendre. On n'est pas sur un outil qui va être capable de raisonnement. On est sur un outil qui va, à partir d'une masse de données, générer de nouvelles données ou de nouvelles informations. Et donc, ça, c'est très important pour bien l'utiliser et pour éviter, encore une fois, tous les risques potentiels que ça peut générer. Maintenant, il y a un quatrième risque qui est aujourd'hui le plus discuté, et je pense le plus débattu, c'est le risque relatif à l'emploi. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui se disent, encore une fois, quid de nos jobs? Est-ce que demain, on va… C'est ce que nous dit Ayman notamment. Excuse-moi, je vais te couper, mais il y a Ayman sur LinkedIn là, qui nous dit justement cette capacité, ces données confidentielles qu'on va livrer à GPT-4, ça pose beaucoup de questions. Oui, en fait, encore une fois, c'est la question des jobs. Est-ce que ça va permettre à d'autres parties d'y accéder finalement? C'est ce qu'il nous dit, Ayman. En fait, aujourd'hui, forcément, ça va permettre à des gens, encore une fois, de faire des choses qu'ils sous-traitaient à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, par exemple, créer un logo, il y a des outils aujourd'hui qui permettent de le faire. Peut-être quelqu'un qui faisait du design de logo va avoir plus du mal à vendre son service. Ça va permettre de remplacer un travail d'assistante. Alors, ce qui est impressionnant d'ailleurs aujourd'hui avec cette nouvelle révolution, parce qu'encore une fois, on parlait d'IA depuis des dizaines d'années, mais avant, ça concernait les chercheurs, peut-être les professionnels très pointus, les grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est devenu mainstream d'un côté, et surtout, c'est en train de remplacer non pas l'école bleue, mais plutôt l'école blanc. C'est-à-dire qu'on commence à avoir de l'IA qui va remplacer des gens qui sont dans les domaines créatifs, dans le domaine marketing, dans les domaines du code. Et ça, c'est ça un peu aujourd'hui le constat qui est en train d'être fait. Maintenant, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, l'IA ne va pas remplacer l'humain. L'IA va permettre à des humains de devenir plus productifs que d'autres. Et c'est ça qui va, d'une certaine manière, peut-être dans une phase transitoire, il faut qu'on l'accepte. De la même façon que la première et la deuxième révolution ont créé des phases de redécouverte sociale, de refondation sociale, avec la création des syndicats, avec un certain nombre de casses au niveau des emplois, etc. Forcément, il y aura une phase de transition dans laquelle on va avoir des jobs qui vont avoir moins d'utilité et on va, entre-temps, créer de nouveaux jobs qui vont avoir une nouvelle utilité. Mais entre les deux, il y aura peut-être une phase dans laquelle forcément ceux qui vont s'adapter le plus vont survivre et ceux qui vont s'adapter le moins vont avoir du mal. Donc ça, je pense que c'est un danger qui existe. Il faut qu'on en soit conscient. Je pense que dans un pays comme le Maroc, c'est vraiment important que très rapidement, d'abord, on adapte le système éducatif d'un côté. Très rapidement, la majorité ou un nombre important de personnes commencent à utiliser ce type d'outils pour augmenter la productivité et un nombre plus important d'entreprises commencent à intégrer l'IA dans leur processus quotidien parce que c'est ça qui va permettre d'avoir la productivité, la compétitivité à l'international qui va permettre justement la survie. Donc, je pense que c'est un enjeu capital. Il faudra que, d'une certaine manière, on s'investisse. Moi, ça fait des années que je plaide pour une stratégie IA marocaine. Je pense qu'il est vraiment grand temps qu'on ait une vraie stratégie dotée de budget avec un processus de formation, de création de compétences, avec un processus d'encouragement de l'entrepreneuriat des startups, avec une logique ou une stratégie autour de la donnée. Parce que sinon, très clairement, aujourd'hui, c'est des enjeux qui peuvent bouleverser les sociétés. Poutine, il y a quelques années, avait dit « celui qui va maîtriser l'intelligence artificielle va dominer le monde ». Moi, je crois vraiment que ça peut avoir autant d'impact parce qu'aujourd'hui, les décisions qu'on prend au quotidien vont être assistées par des outils d'IA. On peut être influencé sur nos choix politiques, et on l'a vu dans les élections il n'y a pas très longtemps. Demain, on va être influencé sur nos choix au quotidien. On est déjà aujourd'hui sur les choix d'achat au quotidien. Des plateformes d'e-commerce aujourd'hui, ils utilisent énormément de l'IA pour nous pousser à acheter tel produit ou tel autre. Donc moi, je pense que c'est vraiment important qu'on s'y mette, qu'on ait une stratégie, que les entreprises s'y mettent, que les individus s'y mettent. Maintenant, encore une fois, dans tout ça, ce qu'il faut noter, c'est ce changement fondamental de paradigme où les skills de demain vont être centrés sur l'émotionnel, centrés sur le social. Et c'est là où, d'une certaine manière, il faudra qu'on fasse le shift
dans l'éducation, dans l'accompagnement et au niveau des ressources des entreprises et des choix de stratégie des entreprises. Et c'est incroyable, hein, parce que tout à l'heure, messieurs, on vous écoutait très religieusement sur LinkedIn notamment, quand vous parliez des opportunités, des outils, d'augmentation de la productivité. Là, c'était vraiment un silence radieux. Et là, on parle défis, menaces, on est noyé de questions. Je tiens à remercier Zouer. Merci Zouer d'avoir été avec nous. Je sais que tu dois nous quitter malheureusement, mais Alors, le webinaire oui. continue. Zouer, on se Landry, reparle très peut-être juste prochainement, hein. Et on se retrouve au un petit masterclass. mot. Oui, oui, non, un petit mot pour terminer. Je pense Bien que sûr. c'est. Voilà, je voulais juste ajouter un petit mot pour dire, de toute façon, le train, il est en marche. Donc, le choix n'est pas. On a en fait finalement trois choix. On va rater le train, on va le prendre, on va le conduire. Et je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Le train va partir et il faut se dire, avec tous les risques que ça crée, il y a énormément d'opportunités que ça crée et on doit y aller. Je vais terminer avec une phrase que je suis souvent, mais je pense qu'elle est pertinente par rapport à ce débat. Dans ce monde qui est dominé par l'intelligence artificielle, je pense qu'on a tous intérêt à être extrêmement plus intelligents, beaucoup moins artificiels et surtout profondément plus humains, parce que c'est ça qui va nous permettre d'être ce que nous sommes et de gagner on va dire, ce grand combat avec cette intelligence. Zouer l'a réussi. Merci. Merci encore, Zouer. Merci beaucoup. On te retrouvera bien sûr pour la masterclass. Beaucoup de questions et beaucoup de questions notamment sur le e-book. Comment l'avoir? Patientez un petit peu. On va vous dire tout ça avec Mourad Maziar, Youssef Ralem et Moussine Lardissi qui sont avec nous encore pendant une petite heure, hein, pour ce webinaire autour de la puissance de GPT-4. Alors, on est dans la troisième partie sur 5, les menaces, les défis. Beaucoup de questions, je disais, Moussine. On a une question notamment de Abderrahim qui nous dit comment la société peut protéger les données confidentielles en utilisant l'intelligence artificielle, puisque Zouer nous parlait notamment de la question de la protection des données personnelles, celle qu'on va donner au fur et à mesure à GPT-4 ou à d'autres intelligences pour nous aider dans le développement de stratégies business notamment. Ça, c'est une vraie question. Alors, c'est une question structurante. Je crois qu'on aura des éléments de réponse qui va pouvoir justement rebondir par la suite. Mais je crois que c'est important, et ça a un peu été dit par Zouir, je crois que sur la question de l'intelligence artificielle, il ne faut pas juste qu'on soit des consommateurs. Déjà, il faut qu'on soit des consommateurs conscients, parce qu'à chaque fois où on alimente, alors il y a eu dernièrement un petit scandale, disons, au niveau de Samsung, parce que des développeurs ont utilisé ChatGPT pour vérifier du code, parce qu'on peut utiliser ChatGPT pour débugger, pour vérifier les erreurs qu'il y a dans le code. Et donc, ça a permis en fait finalement de divulguer du code source de chez Samsung. Donc, effectivement, il est 23h. Il y a un enjeu de protection de données personnelles. De toutes les manières, quand on parle d'IA, automatiquement, on parle d'alimentation sur la base de données. Et ces données, c'est nous qui les fournissons d'une manière consciente ou inconsciente. Et au final, c'est ce qui permet d'alimenter les moteurs IA. Finalement, l'IA, c'est un moteur, mais le carburant, c'est les données. Maintenant, en fait, je crois que l'une des utilisations conscientes et l'une des utilisations où on va être dans la production et pas uniquement dans la consommation, c'est quand on va utiliser OpenAI et GPT beaucoup plus comme un moteur et non pas comme un outil de consommateur. C'est en fait, on va interroger via API, on va utiliser à travers des scripts et ça va permettre de mieux maîtriser. Aujourd'hui, on peut, à travers justement les éléments généraux, on peut l'utiliser en mode standalone, sans devoir alimenter des données au niveau de la plateforme. Et donc, ça, c'est des cas d'usage qui permettent au moins de protéger, de maîtriser les données qui sont alimentées au niveau de ChatGPT. Je voulais juste dire deux choses parce qu'effectivement, il y avait la question sur le… Alors, il y a un e-book qui est le top 100 des outils IA. Je crois que c'est très important de connaître tous les outils, pas uniquement ChatGPT. ChatGPT, effectivement, c'est le fer de lance, mais au final, derrière, il y a beaucoup d'outils qui sont également très intéressants, qui peuvent être des fois beaucoup plus intéressants par domaine. C'est comme par recherche. Si vous vous rappelez, en fait, il y a Google, c'est vrai que c'est le moteur de recherche principal, mais après, il y a énormément de moteurs de recherche dans le domaine de la recherche scientifique, dans des domaines spécifiques. Donc, il y a des moteurs de recherche qui sont beaucoup plus puissants. Ben, c'est la même chose, il y a un ensemble d'outils et je crois que le e-book, donc, il va être partagé avec tous les participants, donc tous ceux qui se sont inscrits au webinaire, ça d'une part. Et puis, je crois qu'il faut avancer dans le sens où on consomme consciemment. Et pour consommer consciemment, pour qu'on puisse vraiment utiliser à bon escient la technologie et les différents outils, ben, il faut avoir la connaissance. Et c'est pour ça que justement, on a prévu d'avoir en fait une masterclass
et qui va permettre justement d'améliorer la productivité de manière directe. On va l'annoncer juste à la fin, mais c'est juste Ouais, pour… qui débute le 29 avril, on le rappelle, hein, masterclass donc Exactement, 29 et pour 30, c'est sur 2 comprendre, jours. augmenter, saisir les opportunités de la révolution. Tout à fait, tout à fait. Et c'est important parce que ça permet d'enseigner en fait les fonds, comment on va instruire l'IA, c'est fondamental, mais également avec des cas d'usage pratiques, comment on peut augmenter sa productivité. Tout à l'heure, Youssef a parlé de x10, Zuhair a parlé de x3, x4. Moi, je dirais sur certains métiers, on peut augmenter la productivité avec un multiplicateur de 100. Et ça, c'est des choses pratiques. Moi, par exemple, j'ai utilisé pour générer un rapport qui devait me prendre, a priori, au moins 3 à 4 jours, et ça a été généré en quelques secondes, avec quelques corrections sur 5 minutes, 10 minutes, ça a permis d'avoir un rapport. Donc, des fois, c'est vraiment le gain de productivité qui est très important. Valable à l'échelle individuelle. Imaginons ça à l'échelle de l'entreprise, et moi, je dirais, et ça, c'est plus important, imaginons ça à l'échelle d'une nation. Pourquoi, en fait, Poutine a dit que l'intelligence artificielle, c'est un enjeu majeur, et ça a été dit par tous les grands leaders du monde. Finalement, c'est comme si on a, au lieu d'avoir 40 millions de Marocains, on a 40 millions de Marocains avec, je ne sais pas, 400 millions d'intelligence artificielle qui participent à la création du PIB, à la création de richesses. Et ça, c'est vraiment fondamental quand on le comprend. Parce qu'au final, quand on calcule le PIB par habitant, on est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être 10 millions d'actifs qui travaillent sur les 40 millions. Et donc, en fait, la richesse est créée par peu de monde. Elle est répartie parce qu'il y a des gens qui ne sont pas inclus, parce qu'il y a les gens qui sont dans les zones rurales, et ainsi de suite. Il y a des femmes qui ne travaillent pas, il y a des jeunes qui ne sont pas intégrés dans le marché de l'emploi. Ben, imaginez l'inverse. Quand on a 400 millions qui travaillent pour 40 millions, imaginez le nombre, en fait, le volume de richesse qu'on peut créer. Donc, c'est un enjeu étatique, c'est un enjeu de nation. Et c'est fondamental de comprendre ça, parce que ce n'est pas juste… Et je termine juste sur quelque chose. Les risques, il y en a. Alors, il y a des risques de biais. Et ça, c'est fondamental dans l'intelligence artificielle. On peut avoir des biais. Parce que la donnée qui est alimentée, si elle est biaisée, là, automatiquement, l'apprentissage et en fait, l'algorithme qui va être généré va être biaisé. On peut avoir des fausses informations. On peut avoir du fake. Tout ça, c'est possible. Mais si on se concentre sur les bienfaits et qu'on essaie de contrôler, de maîtriser, de surveiller les risques, je crois qu'on peut tirer un maximum de profit de l'intelligence artificielle. Bon, les amis, Mourad, Youssef, il y a de vraies questions qui sont soulevées, il y a des vrais points qui ont été abordés. Au fond, la question centrale, c'est comment gérer les risques tout en maximisant les avantages de l'intelligence artificielle, Mourad Maziani. Alors, par rapport aux données personnelles, ouais. Par rapport aux données personnelles, c'est un vrai sujet en entreprise. Donc, lorsqu'on partage nos informations, on aimerait savoir avec qui on les partage. Et OpenAI est très clair par rapport à cela. On peut demander à ce que les informations ne soient pas collectées. Donc, ça se fait au niveau de leur API lorsque vous l'utilisez. Et bon, après, ça reste tout de même des informations qui sont communiquées à une entreprise tierce. C'est-à-dire, il y a tout de même un risque de leak, il y a tout de même un risque de données qui soient partagées comme ce qui s'est passé avec Facebook il y a une dizaine d'années. Donc, ça reste tout de même de l'information que nous donnons à une entreprise tierce. Mais en tout cas, OpenAI est transparente par rapport à cela. Elle peut, c'est-à-dire, si vous le demandez, elle peut ne pas conserver vos données. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle les hallucinations de GPT. Donc, des fois, GPT va… c'est un terme qui est utilisé par OpenAI eux-mêmes. Des fois, GPT va inventer un événement qui n'existe pas, va confirmer l'existence d'un personnage qui n'existe pas, ou bien va donner des fausses informations. Donc, GPT n'est pas reliable. On ne peut pas se fier à toutes les informations qu'il nous donne pour le moment. En tout cas, GPT-4 est un peu plus reliable que GPT 3.5, mais ce n'est toujours pas fiable à 100%. Donc, Youssef, les autres… oui, Mourad, vas-y, pardon. Oui. Deux autres points, c'est par rapport à la sécurité, c'est-à-dire la cybersécurité et l'utilisation enfin, une mauvaise utilisation de l'outil. Il faut savoir que GPT-4 existe depuis l'été dernier et ils ont passé presque 8 mois à le sécuriser. Donc, c'est assez bien sécurisé. Il répond mieux que GPT 3.5 lorsque vous demandez des informations qui peuvent être dangereuses. Et donc, ça a été un peu sécurisé pendant 8 mois. Voilà. Youssef, un mot pour compléter cette partie, puis on va ensuite
parler des nouveaux métiers, business model, des outils également pratiques qui seront notamment davantage détaillés dans la masterclass Oui, et bien dans le sûr. e-book, hein, on le rappelle. Bien sûr, Landry. Alors, écoute, moi, je vais intervenir de manière laconique. Je vais parler principalement de la protection des données. Je voulais juste ajouter à ce que a avancé Morad, comme quoi aujourd'hui, il y a des outils open source qu'on peut installer au sein de notre ordinateur afin d'éviter toute communication d'informations. Donc, des outils comme Vicuna, comme Llama, comme Alpaga. Donc, c'est des outils que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous pouvez vous renseigner autour de ces outils. Ça vous permet d'expérimenter un Je petit peu. rajoute, Youssef, je Vas-y, Morad. corrige juste ce point. Alors, c'est pour Lama, c'est un LLM open source de Facebook. Et quand on dit open source, c'est-à-dire qu'on peut l'installer dans notre propre infrastructure et utiliser, c'est-à-dire sans partager de données tierces avec tout le monde. Donc, ce qu'il faut savoir, qu'il n'y a pas que GPT comme LLM, comme Large Language Model, et on a plusieurs autres. Il y a aujourd'hui une communauté qui s'appelle Hugging Face, où on peut télécharger ces modèles et les utiliser dans nos propres ordinateurs sans partager les informations avec que ce soit. Voilà, c'était juste pour clarifier cette information. OK. Et le deuxième point, c'est le point de la transparence et de l'éthique, dans le sens où aujourd'hui, avec des outils IA, on peut créer des vidéos qui s'apparentent plus que la réalité carrément. Je ne sais pas si tu as vu une vidéo lors de Ramadan où on avait créé, pas nous, certaines personnes ont créé Macron qui était en train de dire Ramadan Moubarak Saïd. Tu vois, c'était très, Ouais, très ouais, drôle, ouais. la vérité. Mais en même temps, c'était diablement réaliste. Ça fait peur, en fait, quand on y pense. Donc, il y a toujours ce risque de manipulation d'informations. Donc, c'est un sujet d'actualité par rapport à tous les métiers de journalisme et de l'information en général. Aujourd'hui, il y a aussi le souci sur l'intégrité des employés. Donc, quand on va leur demander de faire un travail, est-ce qu'ils vont le faire de manière humaine et authentique ou bien est-ce qu'ils vont tout simplement faire du copier-coller de ChatGPT sans vraiment s'impliquer comme il faut. Mais pour vous rassurer, journaliste que vous êtes, il y a des outils aujourd'hui de lutte contre le plagiat IA. Donc, l'un d'entre ces outils s'appelle GPT-0. Et dans notre ouvrage des top 100 AI tools, on s'y attardait largement. Voilà. Alors, peut-être qu'on va parler des nouveaux métiers parce que le temps passe et c'est vraiment un sujet intéressant parce qu'effectivement, tout à l'heure, on parlait des métiers qui vont disparaître, des métiers qui vont être réinventés. Il y a ces nouveaux métiers de l'IA qui arrivent, ingénieur de données, prompt ingénieur, spécialiste de l'apprentissage automatique, les chatbot trainers. Mourad, si tu devais nous parler de un ou deux métiers là, sur lesquels tu devrais miser une pièce, sur lesquels forcément ça va exploser dans les 2-3 prochaines années. Moi, je dirais prompt engineer, déjà, c'est un métier qui est en train d'exploser aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le maître à bord, c'est toujours l'être humain. Donc, celui qui donne les instructions, c'est l'être humain. GPT ou d'autres LLM ne sont pas capables de raisonner et de planifier par eux-mêmes, ne sont pas assez créatifs pour pouvoir décider de ce qu'ils vont faire. On va en parler par la suite lorsqu'on va parler de AGI. Mais pour le moment, le maître à bord, c'est l'être humain. Et donc, c'est ce prompt engineer, c'est ce chef d'orchestre qui orchestre cette IA. Alors, ce métier, il est très demandé aujourd'hui pour pouvoir implémenter des workflows, pour pouvoir implémenter des solutions. Mais chacun de nous peut être un prompt engineer. Par exemple, en connaissant les bons patterns, en connaissant comment donner les bonnes instructions à GPT, on peut être euh, prompt engineer à notre échelle. Par exemple, un pattern qui existe, c'est le zero shot. Zero shot, ça veut dire que GPT n'a pas besoin d'informations de ton côté pour pouvoir te répondre. C'est-à-dire la base de données qu'il a déjà est suffisante pour pouvoir te donner une réponse. Few shot, c'est là où je vais transférer du knowledge, je vais transférer des choses que je connais déjà à GPT. Donc, je vais lui donner, par exemple, je veux faire des fiches de produits pour mon site e-commerce. Je vais lui donner 2 ou 3 fiches produits. Et puis, à un moment, GPT, il va me dire, ah, c'est bon, j'ai compris. Et il va me générer une centaine. Donc, ça, c'est du few shot. Du one shot, c'est là où on aura besoin, par exemple, juste d'un exemple et ChatGPT va comprendre, ou bien GPT va comprendre et il va pouvoir vous générer ce que vous voulez. Le template, supposons que voilà, je suis un RH, je poste des postes d'emploi sur LinkedIn. Et
puis, j'ai un template de comment je poste mes postes d'emploi. Eh bien, je vais donner ces templates, je vais lui donner aussi un seul template. Il va comprendre et il va pouvoir structurer toutes les données, toutes les demandes d'emploi que je reçois de chez les autres départements sous mon template et je vais pouvoir les poster rapidement. L'interactif, c'est là où je vais chatter avec ChatGPT. Je pense que l'interactif, c'est le modèle qui est utilisé par la plupart des utilisateurs débutants. Donc, on va chatter avec ChatGPT, lui donner un peu plein d'instructions, mais ce n'est pas la plus efficace et ce n'est pas la plus efficiente parce que ChatGPT n'a pas une très bonne mémoire. Donc, si vous passez beaucoup de temps à lui partager des informations, à un moment, il va oublier ce que vous lui avez dit avant. Donc, je dirais prompt engineer, c'est un métier clé en ce moment et c'est un métier sur lequel je mise pour les années à venir. Bon, messieurs, je vous propose, allez, on entretient le suspense, on se dit, allez, 5-10 minutes, et puis on va arriver à la révélation de cette masterclass. Ce e-book également, Moussine, tu as déjà mis en commentaire l'adresse mail pour pouvoir le commander et pour pouvoir s'inscrire à la masterclass qui sera lancée le 29 avril prochain. Vous pouvez aller sur aicrafters.com, je ne me trompe pas, Moussine. Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, en fait, très sincèrement, le fait de lier l'intelligence artificielle avec le craftsmanship, avec l'artisanat, je trouve ça déjà intéressant. Et ça, c'est excellent. Une autre chose, alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'artisanat, de la même manière que le digital et l'intelligence artificielle, ça utilise les doigts et ça utilise les yeux. Et généralement, il y a un bon mélange, un équilibre entre art et science. Donc, c'est de l'art, mais c'est également un peu de science. Et c'est très pratique, c'est très pragmatique et je trouve ça assez excellent. Deuxième élément que je trouve intéressant, et moi, sincèrement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, le fait qu'on soit au Maroc et qu'on puisse produire de la connaissance autour de sujets comme ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si vous le savez, au Maroc, pour ce mois, la recherche sur ChatGPT a dépassé la recherche TikTok. C'est en fait, on a recherché plus le mot ChatGPT que le mot TikTok. Et ça, c'est très révélateur. Ça veut dire je me demandais quand est-ce que ça allait arriver, c'est arrivé. Ça y est, merci pour l'info. Alhamdoulilah, parce qu'au final, on se retrouve avec une situation où les gens cherchent de l'intelligence, de la connaissance, du savoir, des choses intéressantes plutôt que de la futilité. Et ça bon, je trouve que c'est assez intéressant, ça c'est révélateur. Donc, je trouve qu'on est dans un tournant. Et effectivement, le fait d'avoir cette capacité, donc Youssef et Mourad ont pris le taureau par les cornes pour produire de la connaissance, pour avoir de la production intellectuelle qui n'est même pas destiné que pour le Maroc, mais également à l'étranger. Le e-book se vend très bien en Allemagne, se vend également aux États-Unis, se vend en France. Ça, c'est assez excellent. Et je crois que c'est important qu'on puisse déjà encourager cette initiative, qu'on puisse la reproduire, la démultiplier. Il faut qu'il y ait plus de production intellectuelle parce que c'est ce qui va permettre de partager, de faire fructifier et de faire augmenter la connaissance. Alors, juste très rapidement, je voulais intervenir par rapport à ces nouveaux métiers. Il faut juste comprendre que ChatGPT et les nouveaux outils qui sont des outils consumérisés, en fait, on est dans la consommation grand public, il faut les intégrer dans des outils un peu plus, disons, techniques, un peu plus geeks. En fait, il faut les intégrer dans, par exemple, des outils de no-code. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils no-code qui existent et qui permettent de construire par quelqu'un qui n'est pas nécessairement un développeur des applications mobiles, des applications web, et ainsi de suite, dans lesquelles on peut intégrer via API ChatGPT. Il y a également les outils RPA. Donc, la même chose, donc c'est des outils qui permettent d'automatiser les process internes en entreprise et qui peuvent bénéficier de toute la puissance de ChatGPT. Les chatbots également. Donc, le développement des chatbots, c'est quelque chose qui est très avancé. On a vu des choses. Et aujourd'hui, on peut bénéficier également de toute la puissance de ChatGPT. Alors, notamment et j'évoque un truc qui est très important, il faut qu'on construise des choses un peu localisées, contextualisées. Au Maroc, par exemple, tout ce qui concerne Darija. Je sais qu'en entreprise, on utilise beaucoup le français, mais si on veut vraiment construire un savoir, du contenu qui est contextualisé, qui est adressé notamment aux 44% de Marocains qui vivent dans le monde rural, il faut qu'on utilise Darija. Aujourd'hui, ChatGPT, il est très bon en Darija. Je ne sais pas si vous avez vu, il est l'un des cas d'usage assez intéressant. Il y a un collègue, donc quelqu'un qui a très bien utilisé ChatGPT avec de bons cas d'usage, qui est Marwan Harzi Araoui. Il a en fait interrogé le code pénal marocain de Darija. En fait, si moi, je ne connais pas le français ni l'arabe classique et je veux savoir qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui se dit ou quels sont les impacts de mes actes au niveau pénal,
ben, je Oui. peux interroger le code pénal. Et tout ça, c'est des moyens pour pouvoir donner accès à monsieur tout le monde, à la connaissance et à l'intelligence. Ce qui est également intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une orientation vers une société où chacun, et ça a été dit tout à l'heure par Youssef, chacun peut construire des projets d'entreprise. Il n'y a plus besoin de la technicité importante nécessairement d'informaticiens et de codeurs. On peut construire des choses en utilisant les moyens du bord, en utilisant les outils IA pour pouvoir how to set up your business. D'ailleurs, je crois que par la suite, il y aura même une masterclass et même un e-book sur ça, how to set up your business, comment construire une entreprise, une activité entrepreneuriale, commerciale et business en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, ça permet de réduire énormément les ressources et de transformer complètement le business model. Juste pour rebondir Messieurs, sur l'intervention Youssef, de vas-y, on va Mohsin. conclure justement et je voulais te faire réagir. En fait, juste pour rebondir dans la continuité de ce qu'a dit Mohsin, dans notre première formation qu'on n'a pas encore lancée, comme je t'avais raconté le storytelling tout à l'heure, la première formation, c'est une formation en vidéo, donc qui a porté sur Market Baller. Alors imagine, Market Baller, c'est un projet qui a été fait 100% au Maroc, qui est destiné 100% aux États-Unis et qui ne demande aucune gestion de stock, qui ne demande aucune intervention humaine. C'est fait qu'avec des robots et qu'avec des outils cloud. Par exemple, un shooting de mannequin, on l'a fait donc sans avoir recours à aucun mannequin. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent justement de faire habiller quelqu'un, un t-shirt avec un design qu'on va créer sur Midjourney et tout ceci, on peut le mettre en place sur Shopify. On peut demander à ChatGPT d'élaborer avec nous une stratégie de marketing viral. Par exemple, sur Market Baller, on avait décidé de créer un jeu. Donc, c'est comme une sorte de clash. Donc, entre deux chiens, donc deux races de chiens différents. Par exemple, je vais trouver un Jack Russell contre un berger allemand et chacun, il va dire, voilà la bêtise que j'ai fait avec mon maître. Donc, ça, dans notre première masterclass, en fait, 48 heures e-commerce brand, qu'on n'a pas encore lancé, c'est une autre masterclass qui vient par la suite. Nous sommes focalisés sur un e-commerce qui est fait 100% sans aucune intervention humaine pour montrer justement l'étendue et toute la puissance des outils IA. Bon, c'est incroyable, c'est incroyable. J'aimerais intervenir Morad. sur ça aussi, Landry. Oui. Oui, j'aimerais intervenir sur ça. Et là, je vais dire quelque chose de positif et un coup de cœur. C'est qu'en tant que Marocain, je crois que nous sommes très bien positionnés pour cette révolution de l'IA, car nous, en tant que Marocains, nous sommes, enfin, ce que je remarque de notre génération et de mes concitoyens, c'est que nous sommes très créatifs. Et le parcours entrepreneurial au Maroc, c'est un peu des plus durs dans le monde. Et pourtant, il y a des Marocains qui réussissent. Et pourtant, pardon. Ah, le petit verre d'eau. Tu es chanceux pour le verre d'eau, Morad. Ouais. Et je disais, c'est que les skills les plus importants aujourd'hui, c'est le problem solving et la créativité. Et je pense que les entrepreneurs marocains sont très bien outillés par rapport à ça, parce que monter son entreprise au Maroc et la faire fonctionner, c'est 100 fois plus dur qu'à l'étranger. Les problèmes, c'est tous les jours que les entrepreneurs en rencontrent et ils restent créatifs et résolvent ces problèmes. C'est qu'aujourd'hui, avec ces super pouvoirs, je crois que les Marocains vont pouvoir vendre leurs produits partout dans le monde, vont pouvoir approcher le marché américain et vont pouvoir créer énormément de produits parce qu'avant, ils avaient beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, ils ont beaucoup d'opportunités. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais voir et que je suis sûr que je verrai dans les prochaines années. Eh bien, c'est l'occasion justement de conclure et donc de nous annoncer, messieurs, parce que franchement, je pense que honnêtement, 270 participants après presque 2 heures de webinaire. Personnellement, on était à 400 tout à l'heure, quasiment 400. Je n'ai rarement vu ça dans des webinaires et j'en ai fait. Ce masterclass, ce 29 avril, ce e-book disponible donc sur aicrafters.com. Youssef, Mohsin, Mourad, je vous laisse en parler pour conclure. Vas-y, Youssef. En fait, Youssef. Alors, l'idée de la masterclass, on s'est mis d'accord avec Mohsin et Mourad il y a quelques jours seulement. Donc, quelques jours, on s'est vus, on a parlé un petit peu du bouquin, des use cases que ça proposait. On a commencé à se dire comme quoi on devrait aussi proposer des formations pour d'autres disciplines à part le marketing, donc comme le métier commercial, comme le métier des ressources humaines, comme la fonction d'achat, la logistique, la stratégie, etc. Et avec ce raisonnement, on s'est dit que dans un premier temps, on va devoir accompagner le Marocain dans la compréhension
de la philosophie liée à l'intelligence artificielle, de son impact sur le monde professionnel, son impact au quotidien, etc. Et voilà, donc avec cette réflexion-là, on a essayé de construire plusieurs modules, donc sur une formation qui va durer seulement 12 heures, mais qui sera vraiment exhaustive, donc allant du côté histoire, du côté philosophique, jusqu'à la mise en pratique en fait, des différents outils AI, en les présentant bien évidemment. Voilà, donc j'aurai avec moi deux intervenants, bien sûr, Mohsin et Mourad, et j'aimerais bien aussi qu'eux aussi, ils parlent de la masterclass. Mon très cher Morad, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, pour la masterclass, ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est que les skills les plus importants seront les skills humains. Tout à l'heure, j'ai donné un coup de cœur par rapport aux Marocains, mais là, je dirais aussi un coup de gueule, c'est que nous avons très peu de partage, nous avons très peu de partage d'expérience. Et la masterclass, c'est un peu une expérience de partage, mais aussi une expérience humaine, de rencontrer des gens, de les coacher, de vraiment tout transmettre, tout ce qu'on sait, parce que nous, aujourd'hui, on arrive à être productif 10 fois plus, 20 fois plus, et on veut transmettre ça d'une façon humaine. Donc, voilà, pour résumer, ça sera ça l'objet de la masterclass. Je laisserai Mohsin en parler plus profondément sur le sujet. Le partage, Moussine. Alors, C'est à toi l'honneur pour conclure ce webinaire. parfait. Alors, déjà, la masterclass, c'est 12 heures, c'est vraiment 12 heures intensives. Il y a une partie théorique, oui, mais il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de cas d'utilisation. On va parler prompt engineering, c'est très important. Il faut savoir que c'est un métier de demain, c'est un métier qui est très demandé aux États-Unis, en Europe. Et aujourd'hui, c'est vraiment comment on collabore avec l'intelligence artificielle, comment on assure de tirer le maximum de profit de l'intelligence artificielle, parce que vous changez de prompt, ChatGPT va changer de résultat. Et le résultat peut être beaucoup plus pertinent et il peut être carrément complet à 100% sans avoir besoin d'apporter aucune modification, plus le prompt est précis. Également, comment on va utiliser ChatGPT en combinaison avec d'autres outils. Ça, c'est fondamental parce qu'on peut automatiser tout un flow, tout un flux de travail. Et ça, c'est, je crois, en tout cas de ma connaissance, ça peut être quelque chose de très pratique. Mais également, comment comprendre l'architecture de base de ChatGPT, parce que ChatGPT, il a certaines contraintes et il a certaines limites. Des limites par rapport à l'utilisation de mémoire, des limites par rapport au nombre de tokens, des limites par rapport à un ensemble d'éléments. Il faut comprendre cette architecture pour bien tirer profit de tout ce qui permet. Mais au final, ce qu'on propose, à mon sens, sans vouloir vendre du rêve, mais bon, moi, je parle d'à peu près 3-4 mois d'utilisation de ChatGPT, mais au-delà d'un usage de l'IA pendant quelques années, j'ai travaillé sur des projets d'intelligence artificielle avec de grandes entreprises. Je crois que l'intelligence artificielle, c'est un enjeu pour demain, c'est un enjeu de productivité individuelle, on peut augmenter la productivité et je pèse ce que je dis jusqu'à 100 fois. Donc, notre objectif dans la masterclass, c'est qu'on puisse augmenter de manière collective et partager cette productivité individuelle, mais également améliorer la performance business. Il y a beaucoup de tâches business qui peuvent être automatisées. Ça veut dire tout simplement, concrètement, c'est comme si on prend l'entreprise et on lui rajoute un nombre d'employés qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est des employés, c'est des assistants. Alors, ils ne vont pas nécessairement prendre des décisions, ils ne vont pas avoir des résultats qui sont… Mais ça veut dire qu'on va augmenter l'entreprise. Et donc, c'est de cela qu'on va parler dans la masterclass. Il faut juste noter qu'on est déjà en train de faire la masterclass en intra-entreprise pour un grand groupe. Et donc, c'est planifié pour mai. Mais cette première masterclass qui va se tenir fort probablement, donc on est en train de voir pour la voir à Technopark, donc de manière à ce que ce soit accessible à tout le monde. Donc, ça va être le 29 et 30. Et vraiment, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir… Alors, les places sont limitées, parce que forcément, par rapport à l'endroit… Ah non, donc, ah non, ah bah oui, les places… ah non. malheureusement… Alors, Et les rassure-toi, places sont… Landry, ça sera rediffusé par la suite. Alhamdoulilah, Exactement. alhamdoulilah. Parce Donc, qu'il y a des questions qui se posent, justement. On a envie de savoir. ouais. Alors, les places sont limitées, mais maintenant, on va essayer déjà d'avoir un prix
qui est intéressant, notamment en early bird pour les gens qui vont s'inscrire. Donc, tout ça, toutes les données ils sont sur le site web. Donc, les gens qui vont s'inscrire rapidement, bon, ils vont avoir un prix intéressant. Et il y a un prix pour les étudiants. Parce que nous, notre objectif également, c'est de diffuser ce savoir auprès des étudiants, parce que plus on le fait en amont, plus ça va être des employés productifs dès le démarrage de leur carrière professionnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va démultiplier les masterclass. Donc, on va commencer par Casa. Et donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on va lancer les autres masterclass qui vont venir. Notre objectif, alors là également, c'est vraiment diffuser ce savoir, partager nos expériences, mais également nos retours d'expérience sur des projets et voir comment ensemble on peut améliorer notre productivité, comment on peut être un humain augmenté avec l'intelligence artificielle, des entreprises augmentées par l'intelligence artificielle, voire une nation augmentée, donc le Maroc, par l'intelligence artificielle. E-book disponible donc sur aicrafters.com, masterclass également qui débute le 29 et 30 avril prochain. Merci beaucoup, Zouheir Ladrissi, Mourad Maziani, Youssef Ralem. On se dit à très bientôt. Et puis, moi, je vais retourner à mes exercices d'auto-formation GPT-4 en vous attendant pour cette masterclass. Bonne soirée, les amis. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée, Landry. Et merci à tous les participants. Vraiment un plaisir d'avoir partagé tout ça avec 300. Beaucoup de participants. Hein. Je crois qu'en tout, en cumulé, on doit être à 800, 850 participants. Hein, si je ne me trompe pas, de toute façon. Youssef Mourad, peut-être pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les rediffusions. Donc, ce webinaire-là, il va être rediffusé où la Moussine? Alors justement, ce que je voulais dire, c'est exactement ça. C'est que le webinaire est enregistré. Donc, on va les diffuser sur les réseaux sociaux, notamment sur la page. Donc, suivez la page AI Crafters qui est sur LinkedIn. Mais on va le diffuser également sur la chaîne YouTube de AI Crafters. Et donc, c'est un peu l'objectif. L'objectif, c'est de partager toute cette connaissance. Alors, deuxième élément, le e-book, il est disponible pour l'achat. Ce n'est pas très cher, c'est $12. Mais ça contient énormément de choses. C'est plus de 30 use case et 30 avec les prompts nécessaires. Donc, ça permet vraiment d'apporter une grande valeur ajoutée à tout un chacun. Et ce n'est pas uniquement pour le marketing, parce que la plupart des use cases, ils sont valables également dans d'autres domaines. Bon, je vais aller prendre un café avec vous trois, messieurs. Merci beaucoup. Youssef, Mourad, Moussine, à très vite. Bonne soirée. Bonne soirée, Landry. Très, très bientôt. J'aimerais juste une dernière intervention. C'est que lors de la masterclass, on va miser le plus souvent sur la pratique parce qu'on a beau parler du prompting, on a beau parler d'exemples qu'on peut présenter, on aimerait le plus possible nous confronter à des problèmes difficiles et apprendre à les résoudre de manière collaborative parce que l'IA, ça sera quelque chose de très, très démocratisé. Par contre, on va aussi montrer la meilleure manière d'utiliser les soft skills pour parvenir à vaincre ces problèmes. Donc voilà, pour moi, c'était ma dernière intervention et merci Landry. Mourad. Merci Landry pour cette animation, merci pour ton énergie, merci les amis pour tout ce que vous avez partagé. Je pense que vu le succès de ce webinaire, nous en aurons d'autres avec des invités de marque. J'aimerais saluer l'équipe marocaine derrière Thinkable, derrière Prompti, qui est un outil marocain de Chain of Thought, qui aujourd'hui est en train de lever des fonds auprès de fonds d'investissement dans la Silicon Valley. Donc, je dis encore une fois, je crois en ce que font les Marocains. Et peut-être dans la prochaine session, nous allons accueillir d'autres personnes qui sont dans l'intelligence artificielle. Et cet espace sera un espace d'échange pour que l'on apprenne l'un de l'autre. Voilà. Eh bien voilà, magnifique phrase pour terminer. Merci à tous. Bonne soirée. C'était le premier webinaire de AI Crafters. On se retrouve très bientôt.